Moi, j'ai des potes aux US qui me disent « Ouais, ma copine, elle est sur OnlyFans. C'est un nouveau job. Je préfère parler à ChatGPT qu'avec la plupart des humains. » On a tous un pote qui a trouvé un moyen d'acheter 2 palettes de gilets jaunes et de faire un billet en les revendant rapidement. Le budget drone aux États-Unis est supérieur à tout le budget défense France. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour gagner de l'argent, pour devenir riche? Bonjour à tous, bienvenue à la maison, bienvenue sur le podcast Vraiment Riche, le seul podcast qui parle de réussite, de la création de valeur jusqu'à la dépense. Tous ceux qui vous disent que l'argent ne fait pas le bonheur sont des menteurs et on va vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple. Faut-il être prêt à tout pour gagner de l'argent, pour devenir riche, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur? Avec Blast, on investit parfois sur des business borderline. Malheureusement, il faut saisir les opportunités et on va aborder plein de sujets différents. Marketing agressif, business avec des valeurs morales parfois absentes, médecine, on va aborder plein de sujets perturbants. On va également prendre des exemples d'entrepreneurs pirates qui ont créé leur fortune sur des sujets parfois toxiques. Ça va être passionnant. Bonjour Samuel, bonjour Roméo, vous allez bien? Super. Hello Anto, super. Mais avant de commencer, on commence avec la rubrique que vous attendez tous. Combien ça coûte? C'est une question qui revient souvent. Et au premier épisode, on avait demandé combien coûte cette maison selon vous, mais aussi l'entretien, le staff, combien de personnes il faut. C'est assez impressionnant. C'est une véritable entreprise. Concrètement, je l'ai acheté 16 millions pour être précis. Ensuite, j'ai payé 2,5 millions d'euros d'impôts, environ 1 million de travaux. Donc, on va dire que ça tourne autour de 20 millions. Mais 20 millions, c'est le début. Parce qu'ensuite, il faut l'entretenir. Il faut la faire évoluer, faire un petit peu des améliorations, des travaux, payer un staff. Le staff, par exemple, combien de personnes vous pensez qu'il faut pour entretenir? Il faut au moins 4 personnes. Moi, j'ai une intendante, donc c'est la personne qui dirige un petit peu la maison et le reste du staff, une femme de ménage à temps plein, un homme à tout faire qui est jardinier, mais il est en plus aidé par des jardiniers en freelance qui viennent une fois par semaine, et un sécurité qui est là devant la maison. Donc c'est pas le bodyguard, c'est sécurité pour la maison. À côté de ça, j'ai le service de sécurité. Donc rien que ça fait 150 000, 200 000 par an. En rénovation, je sais pas combien t'as toi Sam, mais moi j'estime à 150, 200 000 parce que t'as toujours des électriciens, des menuisiers. Il faut refaire les peintures. Quand t'es à côté de la mer, t'as le sel qui frappe toute la journée. Les sunbeds avec le sel et le soleil. Les vrais problèmes, je te plains. Non mais c'est pas facile. Non mais les gens, pas facile tout ça. Les gens se disent mais c'est pas simple. Mais ça coûte. C'est pas simple. C'est dur. Tu vois, mentalement, d'avoir tous ces achats. Tous ici, autant qu'on est, on te plaint. Non, on mais a de la peine pour mes toi. cartes bleues, en fait, je donne des cartes bleues. J'ai différentes cartes bleues pour le staff, ma copine, etc. Je comprends que ça peut faire terrible. mal. Mais De ça dépenser tombe de autant, ça partout. fait mal. C'est terrible. Mais c'est pas simple. Pour un ancien pauvre comme moi, voir ça, c'est dur. Et moi, je Parfois, la comprends, nuit, hein. je vois des chiffres et tout, ça bouge dans ma tête. Non, tout ça, c'est juste l'entretien. En plus, bon, on va essayer d'améliorer. Tu vas dire, je vais changer, j'en sais rien, les baies vitrées. Tiens, le système sono, Void, c'est 100 000 euros le système son. Bon, boum, c'est encore une ardoise qui tombe. Et tout ça, c'est chaque année. T'aurais Et pu donc, c'est- prendre un Sonos One à 100 balles, c'est toi qui Non, t'emballes c'est pas aussi. possible. Le son, d'ailleurs, je Dans sais une pas. maison à 20 millions, c'est pas possible. Non, le Sonos, c'est pas possible. Le Sonos, c'est bien comme système pour le son, Software. donc c'est-à-dire pour gérer le son avec tes applications, mais la qualité des haut-parleurs, c'est dramatique. Moi, je vous conseille du bon matos parce que dans une belle maison, tu peux pas te permettre de mettre du son de mauvaise qualité parce que ça fait tout de suite cheap. Ça fait le mec, il a pas été au bout de son concept. Donc, mettez du bon son. C'est important de mettre des platines de DJ aussi parce qu'une petite teuf peut vite partir. Mais vous vous dites qu'il faut louer la maison 2-3 mois et ça vous rembourse l'intégralité des frais, même plus. Par exemple, cette maison, je la loue entre 75 000 et 100 000 la semaine. C'est-à-dire 75 000, c'est quand je suis en direct ou ce que le locataire va me donner à moi. Et quand ça passe par une agence, bon, c'est entre 80 et 100 et l'agent va prendre sa commission. Et je la loue que par mois. C'est-à-dire que je la loue jamais à la semaine parce que j'ai la flemme de bouger mes affaires, etc. Sinon, donc je fais minimum un mois et donc ça te fait rentrer 300, 400 000 par mois. Tu le fais 2-3 mois d'affilée histoire de rentrer 1 million et tu sais que tu es excédentaire. Donc les loyers que tu vas percevoir te permettent de payer toutes tes charges et de réussir à faire un petit billet à la fin. Parce qu'il faut bien manger quand même, il faut faire attention. Alors les très riches, mais j'en suis pas encore là parce que je me suis dit tant que je fais pas au moins 500 millions de patrimoine, je continue de louer la maison. Parce que je connais des mecs qui sont vraiment milliardaires qui disent moi je loue pas la maison, je m'en fous et j'envoie moi 1 million par an pour l'entretenir, pour la faire vivre, etc. Donc voilà, il y a toujours différentes classes de riches, mais vous avez les chiffres pour cette maison. Pour le prochain épisode, on a un jeu, vous devez mettre en commentaire, à votre avis, combien ça coûte de voyager en jet pour faire par exemple Paris-Barcelone. Et on va vous expliquer
comment ça fonctionne, comment on fait avec Sam, sur quelle distance on les prend, quel type de jet et combien on dépense chaque année dans le sujet. Aujourd'hui, on va forcément avoir des désaccords parce qu'on va parler de morale, de où on met le curseur entre argent et alignement personnel. Je sais qu'on a des divergences à ce niveau-là. Ça va être passionnant. Et le premier sujet qui me vient, que tout le monde a en tête, c'est OnlyFans. C'est un phénomène exceptionnel. Depuis quelques années, c'est devenu une norme. Il y a 3 à 5% des femmes blanches aux États-Unis entre 20 et 30 ans qui ont des comptes sur OnlyFans, donc ils vont se dénuder contre des abonnements payants. C'est devenu quelque chose de courant. Pourtant, c'est une démographie, une classe, on va dire, de personnes qui n'ont pas forcément de problème. Elles sont pas défavorisées. Donc, elles ont le choix de faire des études, d'avoir un travail normal. Et pourtant, elles vont dans la simplicité, elles vont dans l'argent facile. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que personne ne serait fier d'avoir sa femme ou sa fille sur ces plateformes. Mais pourtant, ça devient normal. Et quand on parle aux Américains, ils te disent « c'est OK pour moi que ma femme ait fait ce job avant ». C'est quoi votre ressenti? Déjà, là, OnlyFans est à vendre. En partie, il y a 20% qui est à vendre. Est-ce que vous, par exemple, Anthony ou Samuel, vous achèterez OnlyFans? Moi, je mettrais de l'argent chez OnlyFans sans aucun problème parce que le business model est fou. Sam, je sais que toi, tu es très financier, donc c'est ce que tu vas regarder. J'imagine Ça dépend du prix. Si c'est un bon prix, je suis chaud. Là, la valo, elle est autour des 3, alors que le chiffre d'affaires, il est autour de 7. Tu vois. 3 milliards, tu veux 3 dire? milliards. La valo actuellement est à 7 milliards. Ouais, tout à fait. Et ça fait 50% de marge nette, ce truc-là, c'est ça? À peu près, ouais. Oui, c'est pas cher. Ça semble être une bonne opportunité. Oui. Ça baisse un petit peu parce qu'il y a une plateforme concurrente qui fait des modèles IA maintenant. Donc, c'est-à-dire que c'est plus vraiment des humains qui prennent des photos, c'est des influenceurs IA donc qui n'existent pas. Et c'est une explosion en ce moment. C'est la grande mode. Ça paraît fou. Mais il faut bien comprendre que derrière ce business qui paraît innocent, il y a beaucoup de carnage. C'est-à-dire qu'il y a quand même des jeunes qui se mettent en photo et qui vont gâcher leur vie sans s'en rendre compte forcément. Il y a beaucoup d'actrices porno qui, quelques années après, disent « Oh, j'aurais pas dû, maintenant j'ai des enfants. Est-ce qu'on peut supprimer mes contenus ?» Et en même temps, pour les actrices porno, ça leur a redonné un peu le vrai argent qu'elles pouvaient en tirer. Tu vois, au début, elles bossaient juste pour une scène, pour une production, et en fait, elles sont leurs propres productrices, donc elles sont devenues des vrais chefs d'entreprise, tu vois. C'est donc, même d'un côté, frustrant. ça les a libérées. C'est frustrant pour les actrices porno en réalité parce que j'avais investi dans quelques sujets porno et donc j'en avais parlé avec elles, notamment à l'époque de la crypto, ça marchait bien. C'est qu'en réalité, les actrices porno gagnent moins que les OnlyFans girls qui sont rarement des actrices porno. C'est plus, en tout cas celles qui cartonnent, des personnes normales, parce que c'est ça qui excite, on va dire, les clients, voir des filles normales, des girls next door, se dénuder, parce que les actrices porno, elles sont déjà à poil, donc tu vois, tu payes un peu moins pour les suivre. Attends, moi je connais bien le business OnlyFans pour le coup, mais je sais pas vraiment le contenu qu'il y a dedans. Est-ce que c'est l'équivalent des films érotiques? Pas à nous, pas à non, nous. Mais est-ce qu'on voit? Ou est-ce que c'est du teasing? peut pas discloser. Non, mais parce que tu dis une actrice porno, est-ce que tu as du contenu où littéralement, tu vois, à notre époque, tu avais les films interdits aux moins de 16 ans et tu avais les films interdits aux moins de 18 ans. Énorme nuance entre les deux. Est-ce que là, dans OnlyFans, c'est du moins de 18, c'est du moins de 16 ou il y a les deux? Je pense que tant que tu payes, tu peux voir tout ce que tu veux. Ok, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Tu vas au bout, il y a du vrai porno. Il y a du vrai porno, mais toutes les filles ne montrent pas tout, je crois. Elles font le choix. Mais celles qui cartonnent, bon, en général, c'est quand même assez chaud, quoi, on va dire. Ok. Mais il y a une vraie différence. Alors, si tu veux voir le positif, c'est sûr que les femmes n'ont plus forcément, ou hommes, parce qu'il y a aussi des hommes, de coucher comme avec le porno et peuvent gagner encore plus d'argent juste en filmant leurs pieds, leur cul ou ce qu'elles veulent. Donc, il y a une amélioration versus le porno, c'est un peu moins glauque, mais il y a des fortunes colossales. Je crois que tu avais des chiffres en tête. Sophie Rayne, donc c'est l'une des plus connues, elle gagne 95 millions sur 2 ans, alors que c'est une fille, ce que tu disais, somme toute banale. Elle est jolie, mais elle est pas extraordinaire. Ouais. Ou même à Harvard, ils ont invité une créatrice web pour faire un cours business. Alors oui, c'est des businesswomen parce que quand même, ça reste très difficile de percer sur OnlyFans, mais c'est vrai que c'est des sommes colossales. Perso, moi, ce que j'adore sur le business OnlyFans, que je trouve assez incroyable, déjà, ça fait, je crois, le fondateur a pris plus de 2 milliards de dividendes depuis le début. Je crois que c'est 7 milliards de CA, tu le disais. Ça fait 50% de marge, donc les chiffres, ils sont fous. Mais surtout, ils ont réussi à faire 3 trucs assez incroyables. Le premier, ça arrive, mais c'est qu'il y a 0 frais marketing. C'est les OnlyFans Girls qui ont un compte Insta et ensuite qui dirigent vers leur OnlyFans. Donc, t'as pas d'acquisition, qui est souvent un gros budget dépenses de l'ordre de 10 à 30, 40% du chiffre d'affaires selon les marques. Ensuite, il y a autre chose qui est pas une mince affaire pour ceux qui connaissent le e-commerce. Normalement, en gros, faut savoir que dans le e-commerce, quand tu vends quelque chose, tu te retournes vers Stripe, vers PayPal, vers tout un tas d'acteurs bancaires qui vont te prendre globalement entre 0,5 et 1,5% de la transaction.
Cependant, quand tu fais des business douteux, donc en général le porno ou alors des jeux d'argent, etc., tu dois passer par des plateformes bancaires spécialisées qui, elles, vont te prendre plutôt de l'ordre de 10 à 15% du CA. Donc, parce que personne ne veut bosser avec toi. En général. C'est justement pour ça. Et souvent, tu es catégorisé là-bas en fonction du taux de refus des CB. C'est-à-dire que tu as des mecs qui s'abonnent et en vrai, le mois prochain, ils font opposition. Et donc, quand tu es dans cette catégorie de marchands, de vendeurs Internet, tu as des frais qui sont 10 à 15 fois supérieurs à si tu es un marchand traditionnel. Et OnlyFans, ils ont réussi à faire ça. Ils ne payent pas 10-15%, ils payent le 1% classique avec Stripe. Dans leur industrie. Mais ils l'ont payé au début. Au début, ils ont quand même commencé avec des 10-15%. Et là, le flux est tellement énorme que... c'est dur de passer à côté, même pour Stripe. C'est juste colossal, la taille du business, mais il y a des sujets quasiment politiques, parce qu'aux US, par exemple, une artiste OnlyFans, on va dire, performeuse, peut avoir un visa. C'est reconnu comme un métier. C'est incroyable. C'est là que tu vois à quel point le monde a évolué. Parce qu'il y a 10 ans, une fille qui était sur OnlyFans, elle était jugée, jetée au caniveau. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Et aux US, moi j'ai des potes aux US qui me disent « Ouais, ma copine, elle est sur OnlyFans. » C'est un nouveau job. C'est un business. Et c'est pour ça que c'est intéressant cet épisode. C'est aborder, OK, ce qui est moral ou non, en sachant que la morale, c'est très personnel. Ce qui va te choquer à moi va peut-être rien me faire à moi ou inversement. Donc le sujet est fou. Mais il faut pas oublier quand même 2 points, selon moi, qui sont gênants. C'est que très souvent, OnlyFans, c'est pas seulement pour regarder des c'est aussi pour tisser une sorte de relation avec la personne. Et ça montre quelque chose de plus profond, à mon sens, c'est la solitude de notre génération et des gens qui sont prêts à payer pour entretenir des relations artificielles, parce qu'il faut pas oublier que derrière les comptes, c'est pas juste je t'envoie une photo, c'est aussi je vais parler avec toi, je vais dire alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Sauf que vous doutez bien que c'est pas Sophie Reign ou je sais pas qui va parler avec 800 000 personnes en même temps. C'est des Philippins ou des IA à 3 € de l'heure qui vont parler et qui vont répondre pour entretenir une fausse girlfriend experience. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui fait semblant de s'intéresser à toi. Et quand tu me dis qu'il y a des millions de personnes, voire des dizaines de millions de personnes abonnées à ces services, ça pose quand même question pour des gens, on va dire, normalement constitués. Tu te dis, mais qui est prêt à payer pour parler à un robot? Beaucoup de monde. Hein. Beaucoup c'est fou. Beaucoup de monde quand tu vois les volumes. Parce que 7 milliards de CA, c'est ce qui touche après avoir rendu 80% du CA à leurs influenceurs. Non, c'est ce qui touche en tout. 7 milliards, c'est la GMV. Ouais, c'est ce qui touche en tout. Ouais. Les revenus bruts de la société ont dépassé les 7 milliards. C'est du brut. Donc, c'est ce qu'on appelle GMV. C'est 7 milliards qu'ils ont encaissés. Ils ont rendu 80% aux influenceuses, ou en tout cas aux OnlyFans Girls, et lui, il a gardé 20%. Soit 1,4 milliard chaque année. Et ensuite, là-dessus, il a ses frais et compagnie, sur lesquels il génère 50% de revenus nets. Donc, il a 700 millions de bénéfices annuels avant impôt, c'est ça. Ce qui est énorme, ouais. Ce qui est pas dégueu. Quand tu compares à la famille Arnaud qui s'envoie 3 milliards par an, tu vois, tu te dis, il s'est quand même bien débrouillé, quoi. Petite stat exceptionnelle que j'ai adorée sur OnlyFans. J'avais checké un classement des entreprises qui généraient le plus de revenus par employé. Bon, je vais pas vous faire le quiz, mais OnlyFans est premier. On a 37 millions de dollars de CA par employé. Et en deuxième, t'as quand même pas une petite boîte, c'est Nvidia. Mais Nvidia, ils sont à 5 millions par employé. Donc, c'est dire la machine à cash que c'est que de faire 7 milliards de CA à 47 personnes. Le mec a jamais levé 1 euro. Il a pas 1 euro de dette. Il s'envoie tout en dividendes. C'est un business en vrai qui est vraiment fou. C'est-à-dire éthiquement, on peut remettre en question. C'est un phénomène de société qui est un peu flippant, certes. Après, business-wise, grand respect au monsieur, c'est costaud, quoi. Et ils ont quand même un concurrent là qui arrive en force qui s'appelle FanVue, si je dis pas de conneries. C'est la même chose, mais avec des faux influenceurs, donc des intelligences artificielles qui sont créées. Ils sont qu'à 100 millions d'ARR, donc c'est le début, mais tu as quand même 17 ou 18 millions de visites par mois. C'est en train d'arriver, et c'est pour ça que la valo a un peu baissé. Mais en plus, le fondateur d'OnlyFans est mort. Il a eu un cancer, je crois, et très jeune, à 40-45 ans. Et donc, il y en a beaucoup qui disent c'est le karma. Alors moi, je crois pas trop à ces délires, mais c'est vrai que ça paraît fou d'avoir gagné autant d'argent et de mourir sans pouvoir en profiter. Certains disent oui, tu as voulu apporter quelque chose de sale, on va dire, à la planète. T'as payé, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un côté un peu spirituel là. Il a investi une partie de cet argent dans la recherche contre le cancer, donc ça c'est quelque chose de positif quand même. Et après, moi je trouve que ce genre de business, ça dépend d'où tu viens, mais lui, je crois qu'il vient de Biélorussie ou un truc comme ça. Est-ce que t'as le luxe de choisir tes business? Pas toujours si tu veux t'en sortir. Moi c'est un peu mon avis.
Non, je te rejoins. Après, juste une petite parenthèse pour ceux qui nous regardent, faut qu'on fasse gaffe aux acronymes ARR. Je pense que ça peut être bien qu'on explique à chaque fois. Ouais. ARR, c'est Annual Recurring Revenue. C'est donc le chiffre d'affaires récurrent annuel et c'est un chiffre, une métrique qu'on regarde souvent en investissement ou quand on regarde un business. C'est combien génère de manière récurrente un business chaque année. Et là, en l'occurrence, c'était assez costaud, tu disais. C'est la différence avec le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on va dire que c'est plus ponctuel. C'est typiquement, moi, je vais vendre une barre d'OKR, alors que si j'ai un abonnement qui se fait sur OKR et que j'ai un client qui dit je veux une barre toutes les semaines, là, c'est de l'ARR. Donc, il y a plus Ça a de beaucoup plus de valeur. Il y en a un que tu dois convaincre à chaque fois et l'autre, faut juste pas qu'il se déchauffe pour se désabonner, quoi. D'ailleurs, l'IA, je suis persuadé que ça va faire évoluer beaucoup tout ce qui est porno et compagnie, parce que le porno a toujours un temps d'avance, et j'avais observé ça déjà à l'époque. C'est toujours les précurseurs des nouvelles technologies, c'est-à-dire que c'est les premiers à avoir utilisé le Minitel Rose, c'est ceux qui ont exploité au mieux le SEO et l'affiliation. Au tout début, ils ont défoncé le web avec vraiment des professionnels du SEO, de l'affiliation pour être bien rankés sur Google. C'est eux qui ont fait du streaming en premier, c'est eux qui ont fait de la réalité augmentée avec les casques. Ils ont toujours eu cette capacité à prévoir en amont. Idem avec les webcam live d'ailleurs. C'était les premiers à faire, tu te connectes avec quelqu'un en face et tu discutes et puis la personne te montre ses seins et compagnie. Donc On n'a pas la stat de la part du trafic mondial d'internet qui est en porno. Je l'avais à un moment. 50% ou un truc comme ça. C'est peut-être pas 50, à mon avis, on a poussé. Mais déjà, si c'est 10, c'est fou. Là, si Mais tu ça regardes pourrait sur être sympa qu'on la retrouve, mais c'est assez 10 incroyable. sites, les 10 sites les plus visités au monde, je crois qu'il y en a 3, c'est dans le porno, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Mais c'est une industrie de... Le web, et d'ailleurs, il y a des, on sait à quel point le porno peut déclencher des choses. Le CEO de Ryanair, le founder, il avait autorisé le porno à un moment dans les avions et ça avait multiplié Il avait dit qu'il allait l'autoriser, ouais. Ouais, C'est et ça ça avait multiplié le nombre de visites ou de clients par je sais plus combien. De 28, je crois, ouais. Il est connu, on pourra parler de lui d'ailleurs là-dedans, parce que lui, il a fait des vrais trucs de marketing pushy. Ouais. Et le porno, et t'imagines, t'es dans l'avion, t'es tranquille, tu vas en vacances et tu vois le mec devant qui se tape un gros porn, c'est quand même particulier. Oh, c'est trop costaud, mais dans ce que tu parles, les IA Girlfriend, c'est un step après ou très différent de se dire, t'as la OnlyFan, qui est une fille avec qui tu penses du moins interagir, mais tu sais que c'est un humain et tu rêves ta relation avec elle. Mais après, il y a l'autre phénomène dont tu parles, qui est les AI Girlfriend, où là, effectivement, l'utilisateur, lui, il est convaincu, en tout cas, il sait que la personne à qui il parle en face n'est pas une personne, c'est une IA. Et pour autant, que ce soit au UK ou aux US, tu as des proportions, j'ai plus exactement le chiffre, mais c'est pas 15 ou 20% des ados américains qui te disent qu'ils entretiennent une relation de manière hebdomadaire avec une AI girlfriend. Et ça, pour le coup, je trouve que dans la décadence de la société, c'est de plus en plus flippant, en vrai. Je sais pas, parce qu'au moins c'est plus honnête, tu vois. C'est-à-dire que je préfère savoir que c'est faux, mais m'en contenter parce que c'est un choix personnel et que ça correspond à mes besoins. Moi, je préfère parler à ChatGPT qu'avec la plupart des humains. Et pourtant, je sais que c'est faux, mais parce que ce qui me dit m'intéresse et va m'apporter de la valeur. Si t'es avec une fausse girlfriend AI, mais qu'elle te dit ce dont t'as besoin à ce moment-là, quand t'es en dépression, tu vas pas bien, c'est peut-être mieux que d'avoir une vraie copine qui pousse dans le mauvais sens. Ça dépend ce que tu cherches, c'est ta copine. Effectivement, mais en théorie, tu vois, si le monde a besoin de se repeupler, la démographie est terrible, on a besoin en vrai de se retrouver, de faire des couples et compagnie. Et si tu fais aucune concession avec une IA, tu passes 3 ans avec une IA qui va jamais te froisser, toujours te dire ce que tu veux entendre, avec qui t'auras jamais à faire aucun effort. Bonne chance pour demain de mettre avec une meuf et faire des concessions, aller au resto quand t'as la flemme, regarder le film dont t'as pas envie, ou l'écouter te raconter sa vie le soir à 22h quand t'as qu'une envie, c'est de dormir. Être en couple, c'est ça, c'est faire des concessions. Et j'ai des potes, moi, qui sont pas en couple depuis des années, parce qu'ils sont focus sur leur taf, et qui me disent, moi, je ne peux pas perdre de temps. Je considère qu'ils sont assez extrêmes, hein, mais comme tous les entrepreneurs, c'est toujours des visions un peu spéciales, et ils préfèrent se focus. Et il y a plus cette envie, ce besoin, comme c'était le cas à l'époque, de se marier tôt, faire des enfants. Aujourd'hui, c'est même à la mode d'être célibataire, de pas avoir d'enfants à charge, de pouvoir profiter. La vie devient de plus en plus dure, c'est dur d'économiser. Les gens préfèrent investir, parce que c'est vrai que vous le savez mieux que moi, mais ça coûte de l'argent d'avoir des enfants. Et tous ceux qui font des enfants un peu tôt sans avoir les moyens... On va faire une rubrique. Combien ça coûte des enfants ? Combien ça coûte des enfants ? Trop cher. Et en plus, le pire, c'est que ça rapporte rien financièrement, quoi. Tu vois, c'est vraiment à perte. ROI 0. ROI 0. C'est négatif. Donc ça n'a pas sa place dans cette émission, parce qu'ici, on veut gagner de l'argent au maximum. Mais oui, est-ce que vous pensez du coup que vous, OnlyFans, même les IA Girlfriends, c'est des arnaques, ou vous pensez que finalement ça reste un business comme un autre et que... Pour moi, c'est pas des arnaques parce que tout est clair. C'est-à-dire que chacun fait son choix. Oui, ça peut paraître
paraître bizarre. C'est comme dans le film avec Scarlett Johansson, comment ça s'appelle, où il est amoureux de son IA à la fin. Tu vois le film Her, je crois que c'est. Et tu vois, c'est hyper bien fait. Le mec tombe vraiment amoureux de quelque chose parce qu'au final, une relation, tu vois, tu peux très bien avoir une relation, j'en sais rien, moi, avec ton chien, pas sexuelle évidemment, mais une relation, tu tisses un lien avec ton chien, pourquoi tu pourrais pas tisser un lien avec ChatGPT? ChatGPT, quand j'ai des problèmes, moi j'adore encore une fois lui en parler, et pourtant c'est de l'IA, mais il m'amène des réflexions bien plus poussées que ce que je pourrais avoir avec un psy, et peut-être que le psy, j'oserais pas lui dire certaines choses, donc ça pose question sur la fuite des données, parce que le jour où GPT va leaker, parce que ça va arriver, ça va être très Mais simple. d'ailleurs, j'ai entendu ça, je sais pas si c'est vrai, mais dans le cadre d'une enquête sur toi, la police a le droit de se saisir de ton chat GPT, de tout ce qu'il y a dedans. Et même, ils ont mis des alertes. C'est différent. C'est-à-dire que si tu poses des questions à GPT en disant comment je peux tuer quelqu'un ou dissoudre un corps, immédiatement, c'est transmis à la police. C'est-à-dire qu'il y a des limites à la liberté, on va dire. Et si tu veux prévoir un attentat sur ChatGPT, c'est assez logique. Le fais pas. Il va y avoir une alerte, quoi. Ok. Non, mais je savais pas du tout. En parlant d'arnaque, pour moi, il y en a qui sont bien plus graves et qui sont tolérés par les plateformes pourtant censées être sérieuses, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter. C'est le nombre de faux comptes qu'on trouve aujourd'hui. Toutes les semaines, littéralement, j'ai des faux comptes avec Anthony Bourbon 28 qui va proposer des opportunités d'investissement, ouvrir un compte Telegram, je sais pas quoi. Et j'ai beau les signaler, et on fait signaler avec la communauté Discord Blast, donc c'est des milliers de signalements, et personne ne bouge. Et Instagram dit non, il y a rien de choquant, on n'a pas vu d'infraction. Ouais, et ça dure, mais des semaines. Et pareil pour les faux commentaires, pour les attaques de bots. Enfin, il y a énormément de choses sur les réseaux. Et j'ai pas l'impression que ce soit une priorité pour les plateformes. Il y a même des influenceurs qu'on va pas citer, mais que tout le monde connaît, qui escroquent des gens depuis des mois et qui ont libre accès aux plateformes, qui disent des dingueries sur Instagram, qui disent des dingueries tous les jours et tout le monde sait que c'est faux. Et personne ne les arrête. Donc je me demande à quel point les plateformes sont pas complices à un moment. Mais c'est sûr qu'elles le sont. J'ai plus la stat et ça serait trop bien qu'on en reparle. Mais je sais que quand tu es une marque qu'on va dire dodgy, c'est-à-dire un annonceur qui est bancal, qui propose des trucs pas nickel sur Insta, ton CPM, donc le prix auquel tu vas afficher ta pub sur les plateformes est 10 à 20 fois supérieur à un annonceur traditionnel. Et donc, il laisse faire volontairement parce que c'est une énorme manne financière. En tête, j'ai un chiffre comme 10-15% des revenus de ces plateformes qui proviennent d'annonceurs dodgy. Donc, on vérifiera mon chiffre avant de le mettre à l'écran, mais pour moi, c'était un ordre de grandeur assez important qui explique ce laisser-faire, on va dire, à minima temporaire, quoi, je pense. Et moi, je trouve que les gens, et c'est assez inquiétant, et je veux pas dire que les gens sont bêtes, etc., parce que c'est un peu méchant, mais je le pense un peu quand même. Parce que il y a vraiment des trucs tellement gros. Parfois, j'ai des gens qui m'envoient des DM, qui m'insultent. T'es un enfoiré, j'ai perdu de l'argent, je me suis abonné, maintenant j'arrive pas à me désabonner, et ça fait 6 mois que tu me ponctionnes 1200 € sur mon compte ou 200 €. Et je lui dis, mais c'est pas moi, pourquoi tu dis que c'est moi? Et il m'envoie un screenshot avec marqué Anthony 228 139, et en dessous il y a le nom Raham, je sais pas quoi. Je dis, mais tu vois pas que c'est pas moi? Il me dit, mais c'est forcément toi, puisque t'es le seul compte qu'il suit. Je dis, mais il peut me suivre sans que ce soit moi. Et je suis vraiment impressionné de l'incapacité des gens à comprendre ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et donc vraiment, mon conseil, c'est partez du principe que tout est faux et ensuite essayez de vous prouver que c'est vrai. À l'époque, on se disait plutôt partons du principe que c'est vrai et vérifiez que c'est pas faux. Maintenant, c'est plutôt partez du principe que c'est faux, vérifiez si c'est vrai. Parce que c'est incroyable. Je vois vraiment des trucs et des gens qui sont agressifs. Et même avec certains influenceurs complètement bidons qui sont connus pour être des mythomanes, ça fait des années qu'ils escroquent les gens, ils ont des casseroles au cul, il y a des articles dans tous les sens, et il y a des gens qui continuent de se dire « Ah bah tiens, je vais aller investir avec lui ». Tu vois, ça paraît fou, la crédulité des gens, et si j'essaie de voir le positif, c'est que je pense que c'est tellement dur d'avoir de l'argent aujourd'hui, c'est tellement dur de réussir, que tu as envie de t'accrocher un peu au premier truc que tu vois, même si c'est trop beau. Les gens ont envie d'acheter ce rêve, tu vois. Et quelqu'un qui va leur dire, moi, je te garantis un x10 en 3 mois ou en 6 mois, les gens veulent acheter ça, tu vois. Après, les gens, c'est toujours une petite partie d'une petite partie, mais il y en a toujours suffisamment pour qu'on en entende parler et qu'ils se fassent escroquer. Après, c'est terrible, mais d'un côté, c'est une manière d'apprendre. Enfin, on s'est tous fait un petit peu arnaquer et après, tu le fais plus, quoi. C'est vrai, c'est bien dit. Donc, moi, j'aime bien dire ça souvent. Quand les gens se trompent et que ça fait mal, je trouve que c'est le meilleur moyen ça que t'apprends, d'être sûr que tu vas pas le refaire. La crypto, nous, on en a pris quelques-unes. Hein. Pas qu'une. On a pris des vraies douilles, mais à notre décharge, c'est beaucoup plus dur de le prévoir parce que c'est un nouveau secteur. C'était le Far West, c'était il y a 5 ans.
Et mais nous, c'était pas des mecs qui nous ont dit tiens envoie-moi tes cryptos, je vais m'en Voilà. occuper. Non. C'était plus des trucs de fait, hacking complicado. Tu vois, moi ouais, sur c'était des vraiment des wallets, projets bien montés ouais. où les mecs nous ont défoncé tout le marché d'un coup, ils ont rug pull et compagnie. Mais il y avait pas, c'était pas un gars qui nous disait je vais vous rendre riche, donner notre argent. Mais on a fait un groupe et mes amis se reconnaîtront qui s'appelle Blockchain Invest sur WhatsApp. On est 6-7 et on avait tous des super bons plans qu'on donnait dans ce groupe. On n'a jamais gagné de l'argent avec un seul plan. Et c'est pour ça parfois j'ai des gens qui me disent est-ce que tu fais de la crypto? Et je dis écoute, je veux pas généraliser à la crypto parce qu'il y a évidemment des très bons projets, mais globalement c'est le Far West le plus total. Et à part si c'est ton métier, que tu es capable de lire des white papers et compagnie, que tu maîtrises, tu es dans un milieu tellement cow-boy que tu as très peu de chances de gagner. Et quand je vois déjà dans les startups, comme c'est impossible de gagner de l'argent si tu débarques sans soutien et que tu connais personne, que tu n'as pas les dossiers, tu n'as pas accès au deal flow, tu sais pas analyser, tu sais pas faire du juridique, c'est-à-dire que tu es sûr de perdre ton argent. Mais la crypto, c'est encore pire. Tu te souviens, une fois, je l'appelle, je dis écoute, j'ai un super plan, c'est Thomas Rebaud à l'époque qui me dit c'est de la DeFi et tout, c'est un truc sans risque, tu mets 1000, tu récupères 2 ou 3000 demain matin. Et moi, je dis, bon, bah, vas-y, mets ton 20 000, tu vois, pour jouer, quoi. Et je mets 20 000 et j'appelle Sam, je dis, bon, mec, j'ai un bête de plan. Et tu sais, c'est très téléphone arabe. Et on met tous les deux 10 000 ou 20 000, je sais plus. Et genre, mais 2 heures après, littéralement, le truc était à 0. Ah, okay. Et donc, je me reconnecte, je dis, bon, bah, ça doit être un bug ou les tokens, ils sont convertis en je sais pas quoi, tu vois. Et je cherchais sur les transferts, les bridges. T'avais acheté un bout d'un tableau de NFT aussi. Ça aussi, c'était pack. C'était costaud, ça. C'était pack, c'était acheter des boules noires, c'était des boules de ping-pong. Et les boules de ping-pong pouvaient s'assembler, c'était des NFT qui bougeaient ou je sais pas quoi. Tu m'en parlais comme la future Et tu pouvais faire grossir la boule. Et au bout de, 2 mois, ça valait plus rien. Et le mec, pack, ou POC, je sais plus, non, je crois que c'est PAC, avait attrapé 90 millions dans la nuit. Non, mais il avait vendu pour 90 millions, c'était des JPEG avec des boules noires. Ah, c'est fou. En smart et il a réussi contract. à t'attraper toi, et t'es pas le plus crédule de tous, donc c'est évident que... T'as payé, tu le referas plus, quoi, du coup. Non, mais c'est clair. Du coup, j'ai arrêté la crypto. Et là, j'ai remis chez un pote, Zama, mais j'ai pas eu de chance. Pourtant, c'est Randy Indy, mais qui est très bon. On est rentré au pire moment du marché. On est rentré au pire moment et on a pris une petite douille. Mais la boîte s'appelle Zama et c'est une tuerie. C'est de l'encryption homomorphique. Donc, c'est un peu technique. On va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment un très beau projet. Et j'étais investisseur chez lui et j'étais rentré, je crois, à 7 ou 8 millions. J'avais vendu mes parts à 300 millions. Donc, bon, j'avais fait un multiple sympa. Il m'a dit, je vais lancer un token. J'ai dit, vas-y, feu. Et c'est vrai qu'il est rentré dans un moment un peu compliqué, un bear market dégueulasse. Et donc, du coup, on va avoir besoin d'un peu de temps pour se relancer. Mais le projet est très beau. Ça s'appelle Zama Token. Vous irez voir si vous aimez la crypto. Mais ceci n'étant rien un concert d'investissement. Ah ouais, non, pas du tout. En plus, j'ai vraiment rien à gagner. Donc, t'as même perdu un peu. Déjà. J'ai même perdu 50%. Et du coup, ça vous arrive d'investir même dans Blast, dans des économies un peu sulfureuses, pétrole, tabac, casino? On a fait de la défense. On fait beaucoup de défense. Okay. Malheureusement, c'est un secteur qui cartonne en ce moment, puisque comme vous le savez, la macroéconomie n'est pas bonne. Et on laisse le choix à nos membres de nous suivre ou non, parce qu'on sait que c'est un sujet qui peut aller contre certaines valeurs morales. On a fait de la défense, mais aussi on a fait de l'armement offensif, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, c'est de l'armement qui vise à détruire, que ce soit des machines ou des vies. Donc, ça peut être des drones, ça peut être des drones qui volent, des drones qui flottent. On a des logiciels qui sont utilisés aussi par les armées. C'est vraiment très rémunérateur en ce moment. Et nous, la promesse de Blast, pour être très transparent, c'est d'offrir un maximum de gains à nos membres. Donc, il n'y a pas beaucoup de business qu'on s'interdirait à partir du moment où ils sont légaux. Évidemment, on va pas faire de la traite d'êtres humains, mais de la défense, j'ai aucun problème à y aller. Nous, on est des investisseurs où on va choper les bons plans en mode requin et on a déjà fait des beaux multiples sur certains projets défense. Après, ce que tu as précisé, mais je leur dis, c'est que nos membres sont pas du tout contraints d'y aller. Nous, on arrive, on met le projet sur la table parce qu'on est convaincu qu'il y a de la performance financière à faire. Après, celui que ça intéresse, il investit. Celui que ça intéresse, il investit pas. Donc, t'es pas, parce que t'es membre, t'es contraint de nous suivre dans nos décisions. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Et ce qui est fou, c'est que ça nous permet aussi de creuser et découvrir des secteurs qu'on connaît mal. La défense, on n'y était pas beaucoup. On fait beaucoup de spatial aussi, qui est souvent proche d'une manière ou d'une autre aussi à la défense, puisque c'est de l'indépendance. Chaque pays va avoir sa couverture, ne pas être dépendant d'autres pays quand ils ont des missions à mener. Et ce qu'on observe, c'est que c'est des secteurs qui sont en pleine explosion et qu'on est encore une fois très loin derrière en France. C'est pour ça qu'on est aux US. D'ailleurs, les US, le chiffre, je crois qu'il est ouf, mais le budget de drones
aux États-Unis est supérieur à tout le budget défense France. C'est-à-dire, comment tu veux lutter? Rien que ce qu'ils dépensent en drone, c'est plus que ce qu'on dépense, nous, sur tout notre secteur défense. Donc, les tanks, les avions, les missiles, on est autour les des armes, 75 milliards, ouais. T'imagines? Ouais, c'est énorme. Comment tu veux lutter? C'est-à-dire qu'il faut être très honnête et dire aux Français, si on est en guerre contre les Américains, on va pas durer longtemps. C'est-à-dire que nos armements, c'est quoi? C'est peut-être 3 semaines. Et d'ailleurs, il y a même la plupart du matériel qu'on a... si les Américains appuient sur un bouton, ils démarrent plus, quoi. Bah, après, en France, on a une belle souveraineté militaire. On a, je crois, 90% de l'armement, il est français, fabriqué en France. On est l'un des seuls pays au monde avec les US à avoir ça, par contre. Et tu crois qu'on peut tenir longtemps? Je crois non, ça, c'est sûr que non. Ça, en fait, de toute manière, on se dit que les États-Unis seront de notre côté quoi qu'il arrive. C'est limite, on a 3 mois à tenir si les Russes viennent nous enquiquiner et on espère qu'après 3 mois, les US viennent. C'est surtout ça. On espère que le grand frère, tu sais, va arriver. Bah, tu c'est cherches exactement un peu ça. la bagarre, mais quand ça devient trop chaud, tu dis, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il faut dire oui à Donald. On va mettre 5% du PIB en défense. Il faut lui dire oui, parce que s'il vient pas à la rescousse, on n'est pas bien. Et en plus, on en profite, vu qu'on a des industries militaires dans notre pays, en fait, on en profite. Donc, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que toutes ces industries militaires, même le pétrole, tu vois, par exemple, le géant Total, depuis 30 ans, ça va te faire plaisir. Il envoie quasiment 6% de dividendes par an depuis 30 ans sans discontinuer. En bourse, c'est hyper rare, tu vois. Donc, même investir dans le pétrole, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est hyper rémunérateur. Warren Buffett le faisait. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de honte à avoir. Ouais, c'est clair. Parce que parfois, Blast, c'est marrant, on a fait la stat, il y a 10% des membres qui veulent pas se positionner sur ces dossiers. Globalement, on va dire un peu touchy, armement, etc. Et j'étais étonné, je pensais pas qu'il y en aurait autant, parce qu'on est très opportuniste. C'est-à-dire et on leur dit, attention, c'est un projet qui potentiellement peut faire un multiple rapidement. J'ai un dossier en tête qui pouvait exploser. Et il y en a qui ont dit non, je préfère pas y aller. Donc c'est beau et je respecte ça. Malgré tout, la plupart des investisseurs qui ont gagné beaucoup d'argent, ils sont pas dans le greenwashing. C'est-à-dire que Warren Buffett, c'est McDonald's, c'est des pétroliers. C'est pas des secteurs qui ont apporté à l'humanité d'un point de vue LC. Je pense pas que le Coca ou les burgers, quand tu calcules le nombre d'obèses que ça a dû créer chez McDo, il fait du bien. Et pourtant, Warren Buffett, c'est le premier à dire tous les matins, je vais manger mon burger. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, il a toujours défendu cette thèse. Je prends mon petit menu tous les matins. Et donc, il a dû contribuer à un paquet de problèmes de santé, quoi. Et il a toujours des parts chez McDonald's. Donc, ouais, il a tout intérêt de le dire. Philanthrope, j'imagine. Je sais pas s'il est très... Oui, il a le Giving Pledge. Après, il y en a d'autres qui estiment que c'est dommage de donner à la fin de sa vie. Mais après, c'est déjà super de donner, tu vois. Donc, et il a le deuxième plus grand réseau de pipeline gazier aux US. Wow. Ça tombe bien avec l'intelligence artificielle et les data centers qui sont maintenant, pour la plupart, électrifiés grâce au gaz. Donc c'est déjà très bien vu de Warren Buffett. Ouais. Moi, c'est vrai que je dois reconnaître que je donne pas beaucoup d'argent. J'ai pas encore passé ce cap de distribuer. Tu vois, je donne à mes proches. Genre, je suis généreux avec mes proches, mais j'ai pas passé ce cap de donner aux associations. J'ai tellement galéré quand j'étais jeune que ça me vient pas encore à l'esprit. Et comme personne m'a donné, j'ai encore cet égo de dire je donnerai pas. Et la seule fois où j'ai donné, mais j'ai pas eu de chance, je donne à une association qui s'appelle On remplit le frigo. C'était une association pour les jeunes défavorisés qui faisaient des études et donc le week-end on allait les aider à faire des courses et on leur faisait un panier avec de la bouffe dedans. Et c'était dirigé par une meuf qui s'appelle Brunella Emanueli et elle a détourné l'oseille. Elle a détourné la thune qu'on lui donnait. Elle a volé des produits et compagnie. On a eu un procès. Elle était complètement mythomane. C'était une cinglée encore. Et le procès a mis 6 ans à arriver parce qu'elle donnait à chaque fois qu'il y avait un procès une nouvelle ordonnance comme quoi un coup elle devait être enceinte, un coup elle était trop malade, un coup elle était au Japon. La juge ne vérifiait même pas si c'était vrai, alors qu'elle était accusée de faux, usage de faux, escroquerie et compagnie. Enfin, tu vois, la justice, c'était lunaire. Et au bout de 5-6 ans de procès, elle a juste eu à rembourser l'argent qu'elle avait détourné à l'association. Sans intérêt, ouais. Ils ont dit, c'est pas bien. Okay. Moi, j'ai rien gagné. Et elle avait essayé de m'escroquer en plus en me vendant un appartement, mais qui n'existait pas. Elle m'avait dit, écoute, envoie-moi 1 million. Elle m'avait donné des faux documents d'un appart. Elle m'avait dit que son oncle était commissaire-priseur. Enfin, c'est une professionnelle de l'arnaque, quoi. Un vrai truc, hein. Un vrai truc solide. Hein. J'ai des SMS que j'ai donnés à la justice où elle dit, envoie l'argent, machin, truc, 1 million. La justice dit, ah non, mais comme vous n'avez pas envoyé l'argent, c'est pas vraiment une tentative d'escroquerie. Ils ont dit, c'est pas grave, on lui donne rien. Non, mais il y a qu'en France que tu vois ça, tu vois, c'est lunaire. Et donc, c'est vrai que la seule fois où je donne ça, c'était au moment où je commençais à avoir un peu d'argent, j'avais 27, 28 ans. Je me dis, vas-y, je vais donner.
Première expérience, boum. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des riches qui donnent veulent créer leurs propres associations Bien et sûr. maîtriser la dépense, parce que c'est très connu. Moi, j'ai quelques potes qui travaillent avec l'Afrique. Là, pour le coup, c'est Border de chez Border. On va pas rentrer dedans. Je peux te dire, quand tu donnes à des associations en Afrique, tu peux te dire qu'il y a un vrai cut Ouais, y a qui plus va grand se faire chose à la prendre à la fin, ouais. source. Certainement pas toutes, mais comme partout. En Afrique, je pense qu'il y en a quand même. Faut trouver les bonnes, ouais. Peut-être une Je proportion m'avancerai supérieure. pas sur le chiffre, mais Oui, mais ça veut pas dire que non plus c'est pas bon de donner. Imagine, il y a que 50% qui arrivent jusqu'aux personnes qui sont dans le besoin. C'est toujours 50% de plus que ce qu'ils auraient tu eu peux de le voir base, comme tu vois. ça. Tu peux le voir comme ça. Ah Mais ouais. c'est vrai que si un jour je fais quelque chose, je pense que je le ferai en mode entrepreneur. Je le ferai en mode entrepreneur. Bah, comme fait Xavier Niel avec l'école 42 ou ce genre de choses. quoi. Ouais, C'est une au moins, façon c'est- pour lui de redistribuer et mieux, quoi. C'est quelque chose qui est proche de toi. Et Niel, d'ailleurs, c'est intéressant que t'en parles parce que lui aussi, c'est un pirate. D'ailleurs, il y a un bouquin sur lui qui s'appelle Le Pirate. Et il a commencé Excellent. Ouais. en faisant du sale. Et encore une fois, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, mais il est connu pour avoir fait le Minitel Rose à l'époque. C'était un des premiers à le lancer. Il avait scrappé une base de données France Télécom qu'il avait revendue sur le Minitel. Scraper, c'est siphonner une base de données. Ouais, il a C'est un siphonné, terme un peu il a technique, mais- siphonné Attends, illégalement. Minitel Rose, parce que nous, on est des anciens. Je pense qu'on a presque 40 ans maintenant. Mais Minitel Rose, il y en a beaucoup, à mon avis, qui connaissaient pas. Parce que qui ont jamais vu un Minitel. Tu peux nous dire ce que c'est le Écoute, Minitel Rose, peut-être? j'ai jamais utilisé non plus Minitel. Ah, c'est vrai Moi non plus. Mais ouais, en non. gros, c'est Moi, pour j'en avais un parler. chez moi. C'est pour parler avec des nanas, non? Ah non, Minitel, c'était un T'as une device. sorte C'était d'ordinateur, l'ancêtre ouais. de l'ordinateur. Ouais, mais tu faisais quoi dessus? Man, I don't know. C'est pour ça que ça aurait été cool qu'on en parle. Je sais pas. Minitel Rose, pour moi, c'est t'as des numéros et t'appelles. Oui, mais après, tu pouvais Ah non, appeler. t'avais ouais. un annuaire sur le Minitel. C'était un à annuaire partir et duquel tu t'appelais les pouvais appeler. gonzesses Exactement. qui te disaient toi tu dois être beau, viens te frotter, tu vois, Ouais. ou des trucs chelous. Et je sais que ça marchait beaucoup parce que Ça tous les mecs cartonnait. de nuit qui bossaient la nuit, ils leur vendaient des trucs et les mecs qui se faisaient chier toute la nuit, ils parlaient avec des nanas, oh t'es joli mon chou et tout. Et ça a fait beaucoup d'argent. Et je crois qu'il a pris des dizaines de millions comme ça quand il a scrappé la base France Télécom, qu'il a volé quelque Il a pris part. 70e, ouais. Ouais, 70 millions. ouais. Alors De ça devait être des de francs, mais ouais. à l'époque, bon, Ouais, c'était ça vaut quasiment 70 pareil. millions d'euros aujourd'hui, c'est pas rien. Ouais. Et il a commencé comme un pirate. Il était très jeune, il était très smart. Et c'est ce qui lui a permis de rentrer dans Free quelque part et d'investir avec Free et de vraiment lancer la machine. Et depuis, il est d'ailleurs avec la fille de Bernard Arnault. Donc, Sa seule c'est fille, probablement sa pas seule sa fille, quand seule même, fille. c'est pas rien. C'est probablement pas son plus bel accomplissement pour le coup, mais Non. sa boîte c'est quand même plus Il fort s'est que la lancé femme comme qu'il a ça. décidé de Il a marier. réussi à s'extirper de sa situation d'une façon et après, oui, il a fait quand même Free. Où il a croisé des juges et compagnie, et des juges lui avaient dit je pense que tu peux faire mieux que ça. Il était tombé sur une juge qui était compréhensive. un juge. Ouais. Ou un juge, et il lui avait dit tu fais mieux, et c'est évidemment un des plus grands entrepreneurs français, et c'est marrant de voir pour moi cet entrepreneur pirate, on va dire, qui vient quand même d'en bas, il vient même de si Créteil, ses ouais. parents avaient un peu d'argent, c'était pas des pauvres, je crois que son père était Ils étaient comptable, éduqués, ouais. directeur Enfin, juridique, ils avaient il des allait quand même diplômes. dans un lycée privé, donc c'était pas non plus, il vient pas de la banlieue, et aujourd'hui il se retrouve avec la fille Arnaud, la seule fille Arnaud, Delphine Arnaud, et c'est marrant d'avoir ce mélange des deux mondes, Ouais. même si Bernard Arnault, évidemment excellent entrepreneur, lui aussi commence un peu dans le sale, puisque il s'engage à racheter Boussac avec beaucoup de subventions de l'État qui lui bradent le prix, il s'engage à virer personne, quelques semaines, mois, années, je sais pas, après, il démantèle tout le groupe, il garde Dior bon marché, et il vire tout le monde. Et la machine est lancée. Enfin, en tout cas, il vire beaucoup de monde. Ouais. Et il lance le plus gros groupe français qui paye énormément d'impôts, qui rayonne de partout. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Les entrepreneurs sont quand même très souvent sur la ligne jaune. Non, mais pour faire une grosse fortune comme les gens dont on parle, t'as fait des gros paris très risqués. Globalement, t'as toujours une courbe risque-rentabilité où globalement, si tu veux un gros reward vite, tu vas prendre un risque où à tout moment tu te plantes et tu prends très cher, quoi. Et les gens que tu cites, ils l'ont très bien fait, ils sont très visibles. Moi, j'aime bien sur un autre style Stéphane Courbit, tu sais, qui a Bien sûr. fait Endemol. Lui aussi, c'est très costaud quand même. Je crois que c'est à 27 ans ou 28 ans, ils ont lancé Love Story qui était un carton absolu. Derrière, la boîte a grandi, ils ont produit plein d'autres beaux programmes. Je crois qu'il a vendu ça 250 millions, il a vendu son groupe 250 millions. Et derrière, il y a quelques années, il re-rachète avec Banijay. Et aujourd'hui, son groupe, il vaut 2,7 milliards ou 3 milliards comme ça. C'est violent. T'as des mecs qui ont des... Et lui, très Ouais, c'est discret. incroyable. Pour le coup, Ouais, tu le c'était vois pas. l'ancienne génération qui Moi, arrive à j'adore. être dans la discrétion, pas de réseau, etc. Très smart, visiblement. Moi, je le connais pas, mais tous ceux qui le connaissent me disent que c'est vraiment un mec brillant. Pareil, qui a fait quand même des trucs Bah oui.
on va pas forcément en parler, mais il y a des rumeurs avec Bettencourt, etc. C'est pas des rumeurs, hein, mais on va pas en parler. Et il a été complètement condamné, remboursé. mais bon. Il a été condamné, il a tout remboursé. il a tout remboursé. On peut redire l'histoire alors Voilà. s'il a été condamné. Je savais pas qu'il Bah, avait été condamné. En gros, il aurait pris de l'argent Voilà. et il l'a pas rendu. Et ça va Non, parler pas Non. pris de l'argent. Elle a pris une participation dans sa holding, alors qu'elle a investi un gros montant dans sa holding en contrepartie du Et capital. elle s'en rappelle pas. Ouais. C'est un petit peu plus cher que la valo de marché, on va dire, mais globalement, il lui a vendu quelque chose là où la juge a jugé qu'elle n'était pas en mesure de bien réaliser son investissement. Bah, il lui a pas arraché un chèque comme d'autres l'ont fait à Bettencourt. C'est pas ça. Elle a acheté un bout de sa boîte quand même. Mais si elle avait gardé ses parts, ça aurait été une excellente affaire. Voilà. Et ben Donc, voilà. Bah, c'est comme le mec de FTX. Voilà, exactement. FTX, c'est la même chose. Ils lui ont, quand il a fait ses conneries, alors évidemment, c'était illégal et tout, c'était pas bien, Ouais. ils lui ont pris tout son portefeuille, mais il avait investi dans tous les plus gros toutes les succès. plus belles boîtes, ouais, Il Cursor, avait fait Anthropic, il ouais. avait fait Revolut, il avait fait, je sais plus, 3-4 boîtes Ouais. qui étaient monstrueuses. Et Cursor, il était en seed. Il était en seed Ouais, au il tout était en début. seed. Là, ça Aujourd'hui, sortirait à ça avance. 60 milliards, C'est ça 60 milliards, Elon Mais Musk. t'imagines, c'est-à-dire que s'il avait gardé ses participations, il pouvait rembourser tout ce qu'ils avaient perdu Et avec bien au-delà. FTX, Ouais. et ils étaient même excédentaires. Donc le mec, il est en prison, et t'imagines, il voit Anthropic en train d'exploser, comme il doit avoir le seum. Il avait C'est quand clair. même eu cette vision, et encore une fois, c'est l'exemple parfait. Et aux US, il y en a beaucoup, hein, de mecs qui sont tellement ambitieux, tellement chauds, mais qui sont des génies et qui ont une vision, parce que la preuve, ils étaient quand même Ouais, positionnés c'est dans les ça. choses que personne ne comprenait à l'époque, vont avoir tendance à déraper, et c'est quelque chose que les entrepreneurs doivent garder en tête. La patience, c'est aussi nécessaire pour créer de grosses fortunes, parce que si tu veux aller trop vite, bah tu vas dans le sale et tu dépasses cette ligne jaune qu'on connaît tous. Et avec Sam, c'est ça qui est bien dans notre binôme, c'est que moi, j'ai tendance à être assez offensif, plutôt courageux dans les prises de risque, on va dire, quand Sam, lui, est très défensif et plutôt peureux, on va dire, sur tous ces sujets. Et donc, ça fait un vrai Ouais, bel ça fait un équilibre. yin-yang, ouais. Et on fait toujours attention à pas dépasser la ligne. Et en plus, on est régulé, on a des agréments AMF, et on voit des acteurs autour de nous qui sont beaucoup moins connus, mais qui font n'importe quoi. Et nous, on préfère continuer à payer plus cher d'avocats, peut-être avoir une croissance un peu plus lente sur certains sujets, alors qu'on pourrait accélérer, mais être sûr à 100% que c'est carré. Combien on a dépensé d'avocats? 1,4 million depuis le début? 1 400 000 juste c'est pour les fou. avocats sur l'aspect En 4 réglementation. ans. Mais oui, c'est En quand même France, beaucoup ouais. d'argent. En France, c'est énorme. En France. Ouais. Mais t'imagines la complexité, et on y arrive aussi, hein, pour lancer un business. Alors, c'est un Ouais, business c'est qui est dingue. régulé, tout ce que tu veux, mais c'était quasiment impossible. Donc, pour nous, c'est positif dans le sens où c'est une barrière à l'entrée pour Ouais, les maintenant, nouveaux ouais. acteurs. Mais globalement, t'imagines à quel point c'est dur, à quel point c'est long, à quel point c'est coûteux, juste pour travailler, faire ton business. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus hardcore, même si c'est très cher aussi. Là-bas, ça va quand même beaucoup plus vite. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont franchi la ligne. Et c'est marrant parce qu'il y a la malédiction Forbes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait la couve de Forbes qui, au final, in ont été en fine, ouais. prison. Même le 30 Mais tu vas les faire under 30, mentir, parce que toi aussi, tu as fait la courbe de Forbes. Exactement. Et moi, j'ai pas Et envie tu de seras manger des l'exception. patates. Donc, heureusement, moi, c'est pas Forbes US, donc ça passe. En Ouais. France, il n'y a pas eu. Mais il y a eu la nana de Terranos, Ouais. Elizabeth Holmes. Il y a eu FTX. Il y a eu Newman. Il a pas été en tôle, mais Il y a un livre de folie d'ailleurs, si vous l'avez pas lu, je me rappelle plus du titre, mais de Michael Lewis, qui a fait des livres en finance qui sont super, et il a passé, je crois, 2 mois ou 3 mois avec le founder d'FTX, j'ai perdu son nom, mais SBF. SBF exactement, et il a fait un livre dont j'ai perdu le titre, qui est vraiment très très Going cool. Infinite. Voilà, Going Ouais, Infinite, ok. qui est Je le vraiment connaissais super. pas, ouais, trop Il cool. avait fait Flash Boys aussi sur le trading Ouais, trop algorithmique que j'ai adoré, qui est incroyable. Il a évidemment fait Liar's Poker. Il a aussi fait un film qui a été sorti ensuite avec comment il s'appelle, Brad Pitt, qui s'appelle Moneyball, qui est exceptionnel aussi. Ah, c'est lui, sur ok, un, stylé, c'est ouais. lui Ouais, aussi. il est incroyable. Et il a aussi fait le film il a aussi fait un livre sur le film de finance qui est sorti sur la crise des subprimes de 2008, dont j'ai perdu le nom, mais qui est exceptionnel aussi. Bref, tous les livres de Michael Lewis, ils sont Il charmants. faut les lire. Et Ok. celui-là en particulier, il est vraiment Ok. très très cool sur FTX. Ouais. Donc vous, Anthony et Samuel, vous êtes des hommes de marketing, de publicité. Est-ce que vous avez C'est déjà... lui l'homme de marketing, Ouais. hein, c'est moins moi. Ah, ouais. Ah, même avec tes bougies, des fois, t'avais pas tendance à... Si, mais à c'était avoir- du marketing un peu plus financier, quoi. Je prenais mes décisions marketing sur un Excel, tu vois. C'est Mais pas... même d'avoir décidé les influenceuses, etc. que t'expliquais. Ouais, c'était basé sur un Excel, la Ouais, décision. ok. Mais ouais. Mais il pas- est très bon en marketing, je dirais payant. Ok. Très bon en marketing Google Ads, payant ok. parce qu'il a une analyse de cohorte, de LTV, et c'est quelque chose qui m'avait impressionné quand j'étais à son board en tant qu'investisseur. Chaque choix est millimétré. Et évidemment, avec Blast, je le vois aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenses au hasard.
Tout est calculé sur le ROI et tu avais à l'époque découvert le hack, c'était l'influence. L'influence était le tout début et je pense que les gens qui nous regardent aujourd'hui d'ailleurs doivent trouver ces nouveaux hacks et on va en donner quelques-uns. C'est comment réussir à surfer sur quelque chose qui fonctionne en ce moment. À une époque, ce qui fonctionnait, c'était d'envoyer des mails. T'achetais des bases mails, tu bourrinais, les gens avaient pas l'habitude que ce soit marketing et donc ils achetaient des produits quand ils recevaient des mails. Ensuite, il y a eu les influenceurs par exemple sur les réseaux sociaux. Et au début, quand n'importe quoi, Noolita qui fait des produits beauté ou fringues disait ben moi je m'habille comme ça, il n'y avait pas d'obligation de marquer collaboration, etc. Et les gens se disaient elle me partage naturellement ce qu'elle met vraiment, donc je vais aller acheter pareil. Et petit à petit, ils ont compris qu'il y avait des collaborations, les influenceurs étaient payés, ce qui fait que step by step, c'est pas que la confiance s'est brisée, mais c'est juste que quand tu sais que c'est mercantile, t'aimes jamais faire gagner de l'argent à quelqu'un. Mais t'as été l'un des premiers à faire ça du coup. En France, à vraiment y aller comme un porc, je vais dire, ouais. Mais avant, il y avait Daniel Wellington dans les pays nordiques, il avait fait avant nous dans une proportion assez incroyable. Les mecs sont passés à 500 millions de CA en 3 ans avec de l'influence, en vendant à 150 balles une montre qui leur coûtait 5 €, qui était très belle. C'était fou, mais ils poussaient fort l'influence. Et nous, effectivement, en France, on était parmi les premiers, mais c'était magique, quoi. J'envoyais une bougie gratuitement à une fille qui avait 50 000 abonnés, elle me demandait rien. Aucune contrepartie financière, elle mettait en avant le produit, elle le poussait, et derrière j'avais effectivement beaucoup de commandes. Et donc quand on a vu ça, on a appuyé sur le bouton autant que possible, tant que ça marchait, en continu. Et notre approche, c'était pas, contrairement à ce qu'aurait su faire Anthony, de dire quelle influenceuse match avec la marque, présente bien l'image de marque, serait une bonne ambassadrice et est-ce qu'on l'a choisie ou pas. Moi, c'était juste, c'est quoi le prix d'une vue sur une story? On interrogeait toutes les filles, c'est quoi le prix d'une vue? C'est 1 centime. Et je disais à mes équipes, les gars, dès que vous trouvez des gens qui sont en dessous d'1 centime, vous achetez tout. Et donc moi, ma philosophie, c'était juste acheter tout ce qui était mal pricé en continu tout le temps. Ça, c'était des trucs que je savais faire, mais j'aurais pas su, tu vois, le marketing organique. Anthony. C'est, je pense, l'organique, le nouveau hack, le nouveau levier à exploiter. L'acquisition payante, que ce soit via les influenceurs ou via les ads, donc avec Meta, Facebook, Instagram, ça fonctionne plus. C'est-à-dire que c'est très dur d'avoir un coût d'acquisition, ce qu'on appelle le CAC, qui soit assez peu cher pour justifier que tu dépenses autant, parce que généralement, ton AOV, donc Average Order Value, c'est le panier moyen que tu vas déclencher, n'est pas suffisamment haut pour couvrir ton CAC. C'est-à-dire que si tu veux être à peu près safe, il faudrait que, admettons, tu as 50% de marge, ton AOV divisé par 2, ça va être ta marge, que cette marge-là soit à minima égale à ton CAC pour te dire je perds pas d'argent quand j'achète un client. Bon, et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir ces chiffres-là et la meilleure méthode, à mon sens, c'est l'organique, à savoir créer une brand, une marque personnel, expliquer ta vision, le why. D'ailleurs, mon livre préféré, il est là, c'est Start with Why, Simon Sinek, donc je vous le conseille. Ça explique que le business, ça ne peut marcher que si tu es aligné et passionné par ce que tu fais. Tu peux voir une opportunité at some point et te dire ok, je la défonce, comme Samuel, je pense, avec les bougies, il a vu la lumière là-bas, il s'est dit vas-y, je peux faire de l'argent, il l'a fait X années, mais ça peut pas être un projet de vie où tous les matins tu te lèves et tu dis vas-y, je vais faire des bougies. Non, par contre, maintenant avec Blast, on a le métier de nos rêves, on parle à des entrepreneurs tous les jours, on investit, chose qu'on faisait déjà en parallèle, on a une équipe géniale et c'est un business où on gagne beaucoup d'argent. Là, il n'y a aucun doute, on peut le défoncer pendant des années et tu nous dis Blast ne sera jamais racheté, on te dit mais pas de souci. Parce qu'en fait, on gagne tellement avec les dividendes et on veut tellement continuer à faire croître le biz qu'on peut rester 10, 15, 20 ans, 30 ans et on se dit souvent, c'est peut-être notre véhicule de richesse. D'ailleurs, il y a très peu de gens, les milliardaires, qui ont eu plusieurs véhicules de richesse. Si tu regardes, à part Elon Musk, qui est un martien, tu vois, qui n'est pas humain, Bernard Arnault, il a LVMH, Xavier Niel, il a Free, Steve Jobs, il a Apple, Warren Buffett, il a son fonds. Bon, tu as compris, Microsoft, c'est pareil. C'est très rare de faire un exploit de sur plusieurs business, 4 fois dans ta vie. À part Musk qui a fait quoi? Il a vendu 2 business avant 35 piges, il envoie des fusées dans l'espace. Après, même au-delà de l'argent, je pense qu'au bout d'un moment, tu tournes peut-être en rond dans ton métier aussi. Là, la chance qu'on a avec Blast notamment, c'est qu'intellectuellement, c'est super enrichissant. Tu parles à des mecs qui ont des super idées toute la journée. Le business qui était un carton il y a 2 ans, c'est celui qui est en train de mourir aujourd'hui. Et le business de demain, lequel c'est, il faut que tu te poses des questions et que tu parles à droite à gauche. Donc non, on a la chance, c'est sûr que je suis loin des bougies pour le coup, intellectuellement, c'est cool. Et les membres aiment beaucoup aussi ce que tu dis, c'est la culture générale business.
La culture générale business, elle est vraiment passionnante parce qu'on investit dans 2, 3, parfois plus dossiers par mois, ensemble C'est avec énorme. les membres. Alors chacun peut choisir dans quel dossier il va, mais ça te laisse quasiment une obligation d'être connecté avec la réalité du moment, avec les tendances, parce qu'on va analyser des dossiers sur l'IA, sur la défense, sur le spatial, Sur le quantique, ouais, j'ai entendu. Et c'est des sujets qui vont dessiner notre L'avenir, avenir. ouais, tout à fait. Et donc, en avoir conscience et même parfois l'utiliser dans son travail. On a beaucoup de membres qui nous disent j'ai découvert tel logiciel grâce à vous, je l'utilise aujourd'hui, ça m'a simplifié la vie, ça a augmenté ma productivité. Et ça, c'est vraiment incroyable parce qu'au-delà de l'investissement, même si c'est toujours une fierté de voir une boîte dans laquelle tu es rentré, qui grossit, tu vas gagner de l'argent, ça te laisse le cerveau vraiment ouvert et ça te permet de découvrir en plus. Et puis ça te donne du jus en continu, c'est-à-dire tu pourrais te dire ça fait 4 ans, on se bute, on est en ligne droite, en sprint, ça commence à ressembler à un marathon, tu commences à tirer un peu la langue, tu parles à un founder YC qui a 20 ans et tu vois qu'il est chaud, il en veut, ça te redonne du jus, ça te réveille, tu dis en vrai c'est ça l'énergie que j'avais au début, il faut que j'y retourne parce que là donc ça fait du bien aussi, ça motive de parler à ces mecs qui sont au début de l'aventure, qui sont en roadshow, qui ont le couteau entre les dents, ça te recadre aussi bien et ça c'est bon, tu vois. Et même ça t'impose à jamais être en confort en fait, parce que tu vois la concurrence en continu. Ces mecs-là, c'est nos concurrents de demain, tu vois. C'est des gars qu'on faim. Mais ce qui est cool aussi dans le business de Blast, c'est que du coup, par exemple, si moi j'ai un soft et que je veux lever avec vous, il y a 14 000 personnes en fait qui vont entendre parler de mon soft. Alors qu'un VC, il peut pas m'offrir ce genre de reach. T'as plus que de l'argent. T'as plus que de l'argent. T'as une base d'early adopters qui vont potentiellement acheter ton produit parce que c'est que des C-level et compagnie, donc tu vois, c'est des gens qui ont du pouvoir dans leur entreprise. 2 qui vont en parler gratuitement, donc c'est de la notoriété. Et la notoriété, c'est ce qu'il y a de plus dur à avoir pour une startup, le marketing. Et typiquement, quand tu as plusieurs milliers d'actionnaires dans ta boîte, tu leur dis, je vais lancer cette nouvelle feature, voilà un visuel, voilà une phrase, est-ce que vous pouvez tous le mettre à 18h sur vos réseaux sociaux? Imagine la force d'impact. C'est incroyable. Toutes les startups Blast gagnent tous les concours. C'est-à-dire que dès que les startups elles font un concours en disant il faut voter pour moi sur Facebook, Instagram ou je sais pas quel salon, immédiatement ils gagnent. Trustpilot, on a besoin d'avoir une bonne note ou Google Avis. Ça n'a pas de prix, ça. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Un investisseur qui met un ticket, ok, une fois qu'il a mis son ticket, à part t'emmerder au board et te poser des questions parce qu'il peut pas comprendre ton business, c'est-à-dire qu'un investisseur classique dans un fonds, faut savoir que un fonds d'investissement, tu as 4 ou 5 investisseurs et qui vont investir dans 1 ou 2 dossiers dans l'année, mais ils vont regarder de manière agnostique un peu toutes les thématiques. Et donc tu peux à la fois investir dans du spatial et après venir investir dans les barres au chocolat. Mais la réalité, c'est que tu peux pas être un expert des barres au chocolat et un expert des satellites. Et donc du coup, ils sont là au board. Ils peuvent pas trop apporter de valeur, alors que nous, on va travailler avec des KOL, des Key Opinion Leaders, des analystes qui sont spécialisés, on est plus de 70. Donc quand on fait un dossier dans le quantique, on met quelqu'un qui gère le quantique. Et c'est sûrement pas moi qui irai apporter des conseils à un entrepreneur, parce que j'y bite rien. J'ai dû lire quelques fiches parce qu'on a fait des lives avec eux, mais je vais pas me risquer à expliquer ce qu'est le quantique aujourd'hui. Et le quantique, c'est pareil, c'est un sujet dont on parle très peu, et pourtant c'est l'avenir. Ça fait partie des sujets que les gens devraient avoir en tête, sur lesquels ils devraient se renseigner, et c'est aussi ça la beauté de Blast. Et ça donne la dalle parce qu'au final, quand tu es au contact d'entrepreneurs qui sont chauds, et surtout aux US, les mecs, ils ont 16 ans, ils arrivent, ils ont le couteau comme ça entre les dents, et ils te disent, nous, on est prêt à tout, on va scraper des bases, on va faire ci, Ils sont dans du marketing vraiment violent, tu vois, agressif. Mais ça te rappelle que, attends, faut pas qu'on tombe dans notre zone de confort, là. Ok, on fait 30 millions d'EBITDA, ok, on a les membres, les trucs. Mais regarde, il y a des jeunes qui arrivent qui sont déterminés. Et il y a plein de boîtes qui ont cette capacité à toujours se réinventer en faisant de l'agressif. On en parlait tout à l'heure avec Ryanair. Lui, il a pas de souci à attaquer Elon Musk. En traitant d'idiot. Ouais, il dit qu'il c'est un idiot qui connaît rien aux avions. Il dit qu'il va faire du porno dans ses avions. Ça multiplie les bases. Et en faisant 2 fois moins de volume, je crois, que Air France, il fait le même résultat en faisant des vols à 30 ou 40 euros. Et tout ça parce qu'il a fait un marketing ultra agressif, et c'est toujours la frontière. Il y a des gens qui pas que, c'est-à-dire le marketing, je suis d'accord, c'est très cool. Mais il a un bon modèle aussi. Le modèle, il a été méga innovant parce que je vais passer pour un ancien encore, mais je me rappelle des débuts de Ryanair. Pour moi, c'était il y a 20 ans, qu'on galérait avec des copains, on voulait aller faire des vacances en Suède ou en Espagne, que t'allais porte-maillot prendre ton bus à 14 € à 5h30 du matin, qui t'emmenait 2 heures plus loin à Beauvais, qui est un aéroport fatigué secondaire, qui ensuite t'amenait à l'aéroport secondaire de Barcelone où tu te tapais 1h30 de bus. Ça, c'était hardcore, mais là, le génie, il est là. C'est-à-dire qu'il faut se dire que normalement, dans une compagnie aérienne, si tu veux atterrir à Orly ou à Roissy, globalement un gros aéroport principal, l'aéroport, il va te demander des landing fees de 20-30 € par passager.
C'est un gros coup. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout l'inverse. Il a dit, moi, je vais aller dans un aéroport secondaire, genre Beauvais, et non seulement je vais pas payer, mais eux, ils vont me payer. Parce que je vais leur amener tellement de visiteurs et de passagers chaque année qui vont louer des voitures, qui vont vendre des magazines, qui vont vendre des AirPods, qui vont vendre des navettes. Et donc, comme ça, à Beauvais, il y a eu 800 recrutements. Et donc, lui, globalement, en atterrissant dans des aéroports secondaires, non seulement il paye pas les 20-30 balles, mais en plus, on le paye 10-20 balles par passager. Tu as compris que l'écart comparé à une compagnie aérienne, c'est 40 euros. 40 euros, c'est pas rien du tout. Il les rend direct aux consommateurs. Donc, c'est quand même une vraie idée de génie d'adapter le modèle et dire, en fait, moi, je vais pas pricer en fonction juste de mon kérosène, du prix de revient de mon avion, du prix de formation de mes équipes, du salaire, du temps de vol et compagnie. Il a apporté une dimension différente. C'est comment je réduis mes coûts, comment j'augmente mon CA. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qu'il a fait, qui paraît évident pour nous tous aujourd'hui, tu vas sur un comparateur, aujourd'hui, tu sais très bien que tous les billets d'avion qu'on t'affiche, tu as le droit de prendre une banane avec toi, à la limite ton portefeuille, mais que dès que tu dépasses 300 grammes, on va te facturer une valise à 80 euros. Allez, simple. Ça, avant Ryanair, ça n'existait pas. Ouais. Avant Ryanair, au début, tu payais ton billet, tu avais ta valise, ton bagage à main, tu faisais, et ça se passait bien. Ryanair, il a dit, bah, chez moi, c'est 19 balles. Par contre, attention, si t'as pas imprimé ton ticket, je vais te l'imprimer, ça va te coûter 30 euros. Si ta valise a fait plus de 5 kilos, je vais te prendre 25 euros. On va faire une to-do list avant d'aller dans l'avion. C'est super. On s'est tous fait douiller quand ils nous ont vérifié la taille de la valise. Et ça, aujourd'hui, c'est 35% du CA de Ryanair. Et il a obligé toute l'industrie à se caler à son modèle parce que quand tu tapais un voyage Paris-Barcelone, bah en fait, lui, il était quoi qu'il toujours moins cher. Ouais. Et donc, c'était pas comparable. Et tous les autres ont dû s'aligner et dire, mais attends, on peut pas être 3 fois le prix du mec. Il a fait évoluer le modèle. On va faire pareil. On va enlever les valises. On va enlever le fast check-in. On va enlever... Et le mec, force est de constater qu'il a vraiment... Bah voilà, alors qu'il n'avait pas de pays derrière lui. Ouais. Il n'était pas aidé par un pays, je crois que c'était l'Irlande, où il y a quand même pas beaucoup de monde qui vient. Il avait réussi, en étant seul et vraiment privatisé, à modifier le marché. Et c'est encore un conseil qu'on peut donner. Et nous, on le voit parfois avec des startups. Faut pas avoir peur de se confronter au marché en faisant différent. Parce que parfois, quand tu prends le contre-pied, c'est là que tu crées de la valeur. Et Blast, sans vouloir encore revenir là-dessus, c'est ce qu'on a fait parce que quand on a commencé le crowd equity, donc donner la possibilité à des particuliers d'investir dans les startups, ça avait toujours été gratuit. C'est-à-dire que tu pouvais aller sur n'importe quelle plateforme, tu payais pas d'abonnement et tu pouvais rentrer dans les dossiers. Sauf que ces plateformes faisaient payer les startups. Donc les startups qui voulaient lever de l'argent, elles devaient reverser 10, 15%, parfois plus, sur le montant levé. Donc tu levais 1 million et t'en restait 700, 800 000 à la fin, parce que tu donnais à la plateforme. Donc du coup, tu as compris que les bons dossiers, ils allaient jamais lever sur ces plateformes-là, parce qu'ils préféraient lever avec des investisseurs. Nous, on a inversé le modèle. On a dit, ce sont les membres investisseurs qui vont payer, et les startups, elles, ce sera beaucoup moins cher pour elles. Et donc là, on pouvait récupérer les meilleurs dossiers. Et c'est pour ça que très rapidement, on a pu investir dans les dossiers du Y Combinator avec Andreessen Horowitz, enfin des vrais noms exceptionnels que même moi, en tant que BA, j'avais pas accès. Et donc, on a offert l'accès payant. Mais c'est comme tout. Tu préfères payer et avoir un bon beefsteak ou tu préfères payer pas cher mais un beefsteak de merde qui vient de je sais pas quel pays avec 20% de matière grasse. Et pour revenir sur les avions, pour le coup, ils font exactement le contre-pied de ce que fait la concurrence. À l'époque, tout le monde se valorise et nous on va faire des miles et nous tu feras pas la queue et nous t'auras le bagage offert et moi je vais t'emmener jusqu'à la porte d'embarquement et chez moi t'auras du café, chez moi t'auras la télé. Et il a dit chez moi t'auras rien et t'auras moins que partout ailleurs. Par contre pour 19 balles tu peux voyager. Et ça pour le coup c'est vraiment innovant quoi. Ouais, il a commodisé le voyage et après en faisant du marketing ultra borderline, ça lui a amené tellement de clients quand il dit même EasyJet il avait fait pareil en disant tu fais Nice-Rome pour le prix d'un jean quoi, tiens. Ça en fait ils ont commodisé le voyage. C'est vrai que c'était beaucoup plus cher à l'époque de voyager. C'était les riches qui prenaient l'avion plusieurs fois par an. Aujourd'hui, quasiment tout le monde prend l'avion plusieurs fois par an. Alors, ça pose des questions sur l'écologie. Je pense de moins en moins avec le prix du kérosène aujourd'hui. Là, c'est en train de remonter. Là, ça devient cher. C'est très très cher en ce moment. Mais en 2025, quand le kérosène n'était pas cher, c'est là où ils ont fait, même Air France a fait du bénéfice, quoi. Donc, ils sont vachement... Ça, c'est incroyable. Même une boîte française a réussi à débloiter de l'argent. C'est quand même quelque chose. Tout le monde a fait de l'argent. Et d'ailleurs, c'est assez fou. Ça me fait penser, on n'en avait pas parlé dans le premier épisode il y a 2 semaines, mais quand tu regardes la moyenne d'âge des boîtes françaises et des boîtes américaines, on est à plus de 50 ans en moyenne sur les boîtes du CAC 40, quand sur les boîtes qui surperforment aux US, elles ont 10 ans en moyenne.
moyenne. Et donc, tu vois que les nouvelles boîtes sont évidemment beaucoup plus enclines. On est vers 30, ouais. Le Magnifique 7, c'est 30 ans, ouais. Ouais, 30 le Magnifique 7 Mais et les quand même autres hyper Nasdaq, léger, hein, je crois ce qui est 10. pas beaucoup, ouais. Donc, t'imagines, c'est quand même beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus adapté aux usages de la société, ça se réinvente et il y a un cycle qui est vertueux. C'est-à-dire que les anciens, à un moment, ils laissent la place aux jeunes. Alors qu'à l'inverse, en France, c'est un vrai pays d'héritage et en France, c'est beaucoup plus compliqué de réussir parce que les anciens segmentent et verrouillent complètement le marché pour pas te laisser venir. Et c'est pour ça que Air France et compagnie, c'est extrêmement dur de les déloger, alors que concrètement, quand tu fais l'expérience Air France, excuse-moi, mais elle est très loin d'être au niveau des autres compagnies d'État que tu peux trouver quand tu compares avec notamment le Middle East. Tu as une qualité de service qui est bien. C'est un autre game. Ils jouent hors catégorie. C'est le même prix quasiment. C'est-à-dire oui, que mais c'est hors catégorie. Je pense que ça doit être dopé à coup de subventions incroyables. Ouais. Ils sont biberonnés pour effectivement faire de la pub. Alors que tu regardes un Lufthansa, un American Airlines, un British Airways, t'es pas beaucoup mieux qu'Air France. Hein, c'est la même catégorie. Hein. T'as juste les Air France, tu vois que c'est 2-3 fois plus cher que les billets, on va dire Transavia, Vueling et compagnie. Non, ça veut rien dire. Je suis d'accord. Je trouve vraiment sur que ça les vaut pas. Sur des vols courts, ça veut rien dire. Et les business, moi je les fais parfois des business courriers courts quand je suis solo parce que flemme de prendre un jet solo, tu vois, ça fait quand même un peu américain. J'essaie de garder les pieds sur terre. Quand tu payes 1000 balles, pas facile quand même. Pas facile, mais quand j'y vais, j'ai le seum. Mais c'est bien parce que ça me fait apprécier après de revenir dans le jet. Mais le jet, je crois que t'es pareil, on s'interdit solo. Solo, c'est trop hardcore. C'est vraiment, quand t'es tout seul, tu payes le jet 10, 15, 20 000, tu perds pied après, tu vois. Donc, parfois, je fais les Air France Business. Je suis désolé, c'est vraiment trop cher par rapport à l'expérience. T'es sur des sièges normaux, c'est-à-dire que t'as même pas plus de place. T'es juste des sièges en cuir au lieu de en tissu. En petit vol, en court courrier, ça n'a aucun intérêt. Et le prix, c'est fois combien entre une business et un standard? Sur les courts courriers, j'ai aucune idée. C'est x3. Ouais. C'est x3, c'est on va dire 300, 400 balles et le business, c'est 1000, 1005. En gros, sur un truc de 2-3 heures. Après, si tu fais des vols un peu plus longs, en moyenne, admettons, t'es un 1000 en éco, tu vas payer 4000 en business et tu vas payer 10 000, 11 000 en first. Et donc, il y a un vrai écart de qualité. Au début, la première fois que j'avais fait first, je m'étais dit, c'est comme le business. La réalité, c'est que quand tu as fait 2-3 fois first et que par hasard, tu retournes en business parce qu'il n'y a pas de first, par hasard, tu le vois passer. Tu vois, si vraiment, malencontreusement, t'as pas le choix que d'aller en business, tu dors moins bien. Maintenant, t'es triste en business. T'es moins bien allongé. Ouais. L'autre, c'est vraiment un lit. En first, t'es vraiment dans un lit. Tu peux commander ta bouffe quand tu veux. Donc, c'est pas genre la bouffe arrive pareil pour tout le monde. T'as pas de voisins. C'est-à-dire que business, tu vois quand même les voisins. Tu sais, t'es quand même un peu. Genre 4 sièges en first aussi, dans tout l'avion. Ouais, pas beaucoup. 6. Voilà. Peut-être max 8, mais effectivement, tu as une cabine et les nouvelles qu'elles font, pour le coup, la première, la first de Air France, c'est vraiment bien. C'est des mini appartements, quoi. C'est des mini cabines. Tu peux te doucher, t'as caviar à volonté. Si même ce type de clients, ils sont pas au niveau, ce serait dommage, quoi. Ouais, là, pour le coup, ils sont bons. Parce qu'il y en a ils pas viennent beaucoup te chercher avec un Cayenne. Mais toi, tu trouves ça vaut, tu trouves, c'est-à-dire autant l'écart éco-business, je trouve que t'as un énorme gap. C'est-à-dire que certes, c'est 4 fois plus cher. Mais je pense que t'es à minima 4 fois plus confortable. Tu passes de passer 10 heures comme ça à passer 10 heures comme ça. Vraiment, c'est un énorme écart. Par contre, de payer 12 au lieu de 4 de first à business, moi, je la vois pas la valeur. Franchement. Si. Franchement, si. Mais je veux bien ton avis. C'est une question de goût, tu vois, mais je la trouve pas. Évidemment, la règle, c'est que quand tu te le payes, ça doit pas faire mal à tes finances. C'est-à-dire que si tu te serres la ceinture pour le faire, ça n'a pas de sens. Tu peux le faire une fois pour te motiver avec ta meuf, ça te fait kiffer, tu dis allez, on se fait kiffer, ça va nous mettre un objectif après de le faire tout le temps. Mais globalement, ça doit pas te faire mal, tu dois pas le sentir dans ton cash flow. À partir du moment où tu le sens pas dans ton cash flow, sachant que c'est déjà pour 2 en first, un aller-retour, tu vas pas le faire pour aller à Toulouse. 40 000. Tu vas prendre 40 000, tu vas prendre au moins 25, allez, je vais dire. Au moins 25 000 aller-retour. Non, c'est 10-10. C'est 10 par aller. Là, j'en prends un là pour aller à Miami, c'est 10-10. Ok. Donc c'est 40 aller-retour. Donc pour que ça fasse pas de mal à ton cash flow, tu fais déjà partie d'une tranche de la population. De toute façon, en fait, j'ai observé un truc, mais je sais que tu fais pareil. Quand tu as de l'argent, passé à un certain stade, tu réfléchis plus au vol. Parce que c'est trop dur mathématiquement à justifier, tu réfléchis à l'année. Donc moi, typiquement, quand j'hésite à prendre un jet ou un vol, je me dis pas, ok, si je prenais un vol classique Air France, ça me coûterait 1 000 €. En jet, ça va me coûter 15 000. Si je réfléchis comme ça, comme je viens d'en bas et que je fais partie du peuple à la base, c'est trop dur de me dire je paye x15. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on s'autorise une enveloppe de 300 000 € chacun, tu vois, sur nos business. J'ai pas la même enveloppe que toi, je tiens à préciser. On se dit, on s'autorise une enveloppe. Tu voyages moins.
Oui. Mais et au final, tu sais que c'est ton budget, 300 000 dans l'année. Ok. Tu le respectes. Tant que t'as pas dépassé ces 300 000, tu peux continuer. Et là, c'est beaucoup plus facile de l'absorber. Et tu t'interdis toujours de faire le calcul. Combien ça m'aurait coûté en vol commercial? Ouais, faut pas. En fait, moi, je le fais pour me faire mal, tu vois, pour apprécier, parce qu'on veut pas perdre ses réflexes. C'est sur les détails. Hein. Moi, tu serais étonné. Je fais très attention à des détails. Je peux gueuler si quelqu'un éteint pas les lumières ou des trucs comme ça. T'as regardé la taille de la miche, là. Ouais, je regarde toujours les prix et tout. C'est un réflexe pour pas oublier, parce que j'ai plein de potes riches que je vois complètement déconnectés. Et à partir du moment où tu perds le fil, tu valides n'importe quoi. Tu vois, donc si par exemple on fait venir un coiffeur à la maison, je vais vérifier le prix du coiffeur et dire non, c'était trop cher, on le refera pas. On doit en trouver un autre. Tu vois, il faut garder cette notion, parce que je pense que ça te laisse l'opportunité de rester un bon businessman. Parce qu'après, tu fais n'importe quoi. Moi, j'ai des potes autour de moi qui ont beaucoup d'argent, mais je pense qu'ils refiniront pas très riches. Parce que ça va trop vite. En fait, tu vois, si tu t'autorises à cramer 800, 900 000 euros de jet par an, etc., même si tu rentres de l'argent, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une chronique combien on burn par an. Parce que c'est intéressant, on a fait les calculs avec Sam et ça va très vite, beaucoup plus que ce que tu penses. Tu vois. Dites-nous en commentaire combien vous estimez que Anthony burn par an. Ouais. À votre avis, combien je burn par an? Et je vous le mettrai de manière transparente, parce que j'ai fait le test avec mon family office. Et c'est beaucoup plus violent que ce que je pensais, en fait. On s'en rend pas compte, mais tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Je m'en doutais. Quand tu m'avais dit 7 ans, je te dis, je suis un peu surpris. Ça me paraît léger, mais ok. Vous nous direz dans les commentaires. Et s'il y en a un qui trouve à plus ou moins 50 000 euros près, je lui offre, je sais pas, un truc. Je vais réfléchir à un cadeau. Bah, dites en commentaire ce que vous voudriez qu'on vous offre. Ouais, voilà. Des bars au KR, un truc comme ça. Non, on fera un truc rigolo. Bah, en parlant de bar, on peut parler d'Ozempic, peut-être. Quand tu manges trop de bar, à un moment, bah. Ah ouais, ça c'est intéressant, c'est un vrai business. Quand tu manges trop de pancakes, c'est ta par cam, exemple. Ozempic, t'es à fond sur ces GLP-1 et compagnie. Ouais, c'est des sortes peptides, de peptides qui sont vraiment à la mode. Et d'ailleurs, je pense qu'on va faire un épisode sur longévité, comment faire en sorte de booster vos performances, parce que c'est ultra important. Et je vais pas trahir un secret si je dis que moi, j'ai des petites techniques aussi pour optimiser tout ça, avoir des résultats. Et ça marche. Ceux qui ont vu le avant-après de l'année dernière, là, je me suis cassé la main, donc ça fait 2 mois que je peux plus trop m'entraîner. Mais l'année dernière, l'été dernier, j'avais des bons résultats. Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que il faut bien manger, il faut bien dormir, faut être suivi. Moi, j'ai un biohacker qui me fait faire des prises de sang tous les mois, tous les 2 mois, pour vraiment me complémenter de la manière parfaite. Il y a des histoires de peptides, il y a des trucs comme ça, et on va en parler, c'est hyper intéressant. Et Ozempic, c'est la molécule magique qui te permet de perdre du poids, de plus avoir envie de boire. Alors Ozempic, c'est le nom du médicament, mais c'est sémaglutide. Ouais, voilà, c'est ça. Ozempic, c'est la pilule. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que tu prends. Enfin, c'est le... Enfin, ouais, ça s'injecte, je crois que ça. l'injecte. Et celui qui fera la pilule, là, il va il y en a un autre, c'est Magend. C'est quoi son nom? Il y a Wegovy, ce que ça fait. Ozempic et Wegovy, ouais. Ouais, et globalement, bah, ça te coupe l'appétit, hein. Si je fais très simple, tu manges plus, quoi. Et donc, t'as toutes les stars qui l'ont fait, t'as Elon Musk, t'as... Ça a pris tous les États-Unis d'assaut, c'est pas genre 5 personnes qui l'ont fait. C'est énorme, c'est combien? 80 milliards, 70 milliards de chiffre d'affaires, un truc comme ça? 71, ouais. C'est colossal. C'est-à-dire que c'est plus gros qu'Anthropic. C'est plus gros qu'Anthropic et Openia réunis. Sur l'année passée, tu vois, c'est même pas l'année en cours. Oui, donc c'est pas les Happy Few, c'est-à-dire l'Amérique l'utilise vraiment, ce truc-là. Et c'est sous forme d'injection, t'expliquais. C'est pas des injections. Après, les injections, ça fait souvent très peur. Et pour les peptides, t'es obligé. Et tu te dis, vas-y, je vais pas me piquer tous les jours, c'est hardcore. En réalité, si tu choisis une bonne aiguille, c'est-à-dire que tu vois, tu prends une 29. 29, c'est ce qu'ils appellent le diamètre. Si tu prends 29, c'est très petit. Si tu prends 25, c'est un peu plus gros. Si tu prends 20, la seringue, elle commence à faire mal, tu vois. Et en réalité, quand tu prends l'habitude de bien te piquer la peptide, tu le sens pas et tu peux le faire tous les matins. Et il n'y a pas de secret. Quand vous voyez des acteurs de cinéma qui sont gaulés en 6 mois, quand vous voyez Brad Pitt qui fait 3 ou compagnie, c'est pas parce qu'il a pris les shakers de protéines. Ah, déjà à cette époque, il y avait... Bien sûr. Okay. En fait, ce que j'aime bien avec le bodybuilding, même si moi c'est pas du tout ce que je fais, hein, c'est un niveau vraiment amateur, moi je fais juste du sport pour m'entretenir un petit peu, c'est qu'un peu comme le porno tout à l'heure, on disait qu'ils étaient en avance sur leur temps, le bodybuilding est en avance, c'est juste qu'ils font trop. C'est-à-dire que eux ils prennent des surcharges, ils vont prendre de l'hormone de croissance, de la testo, mais ils vont faire des cycles, ils vont prendre des peptides comme des bœufs, mais quand tu le fais léger, c'est-à-dire que typiquement une TRT, c'est un remplacement de testostérone, si tu le fais dans les doses qui sont conseillées, et que tu dépasses pas, on va dire, ta physiologie classique, bon, ben, t'as aucun risque et t'as pas de problèmes de santé qui vont arriver. On en parlera, on fera un épisode complet parce que je veux pas non plus que des gens se disent je vais faire une TRT parce que je pense que c'est interdit en France, mais aux États-Unis tout le monde le fait.
T'as aussi des contre-indications, on en parlera parce que parfois ça peut t'arrêter le travail des testicules, donc faut prendre aussi une autre piqûre pour que tes couilles continuent de tourner. Plus, ouais. Bon, t'as quand même un truc un peu technique, mais par contre t'as les résultats que les Américains ont. En 6 mois, t'as vraiment un corps affûté, sec, et tu peux vraiment évidemment t'entraîner, manger, mais t'es moins malade, t'as plus de libido. T'as vraiment des résultats qui sont efficaces. On en parlait tout à l'heure, business-wise, vous disiez c'était 71 milliards, mais une histoire de fou d'une boîte qui s'appelle MedV, là aux US, qui vend du Ozempic. Et ça me fait penser un petit peu à l'ancienne. On a tous un pote, je pense. Au moment, je sais pas si vous vous rappelez, mais en France, ils ont obligé de mettre des gilets jaunes dans le coffre. On a tous un pote qui a trouvé un moyen d'acheter 2 palettes de gilets jaunes et de faire un billet en les revendant rapidement. Les masques aussi, Quand c'était les masques, on a tous un pote qui a acheté 2-3 palettes ou 2-3 conteneurs, qui a fait un billet comme ça, sur une opportunité de marché. Et à la croisée des deux mondes entre l'IA et Ozempic, il y a cette boîte MedV qui s'est lancée, où l'histoire c'est quoi sur Ozempic? C'est que en gros, tu as 2 boîtes, deux labos, dont je connais pas le nom, peut-être tu les as, mais... C'est Eli Lilly et Novo Nordisk, voilà. Les 2 géants. Ouais. Merci. Donc ces deux-là, c'est les 2 seuls à avoir le brevet pour commercialiser cette molécule. J'ai une histoire sur le brevet après. Tu as une loi aux US qui dit en gros que personne n'a le droit de faire la même molécule si tu as le brevet. En revanche, s'il y a une pénurie, c'est autorisé de le faire fabriquer par des labos indépendants, à peu de choses près. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, vu la performance de la molécule, la FDA, Federal and Drug Administration américaine, a déclaré la pénurie. Et donc là, tu as un gars, 40 piges, qui est rentré dans la brèche et qui a décidé de créer une plateforme e-commerce, en gros, où il fait sa pub en disant « Tu veux maigrir vite en mettant des docteurs en vidéo, viens acheter de l'Ozempic like chez moi, parce que c'est une copie de l'Ozempic. » D'ailleurs, tu arrives sur son site, tu cliques et tu payes, et grâce à un espèce de Doctolib en visio externalisé, tu reçois ton ordonnance. Ensuite, cette ordonnance, elle est envoyée directement à une pharmacie indépendante qui va te faire ta copie d'Ozempic adaptée à toi et qui va te la shipper directement chez toi. Accrochez-vous, le mec en 2 ans, il fait 2 milliards de CA. Ah, c'est fou. Et c'est lui et son frère qui font le bise. C'est tout. Ouais, il s'est mis en intermédiaire. Ils sont deux. Ils font quasiment 2 milliards de CA. Ça fait 10% de marge. Ils ont fait 200 millions en 1 an et demi. Ok. Et là, maintenant, il n'y a plus de, il y a plus de pénurie. Donc la FDA a dit, t'es gentil, mon coco, mais tu t'arrêtes. Ok, magnifique. Il a eu une brèche. Elle a duré 1 an et demi. Comme les gilets jaunes et comme les masses. Sauf que lui, à l'ère de IA, il l'a fait tout seul et il a fait 2 milliards. Je trouve que cette histoire, elle est juste folle. Mais après, on parlait même de dark business. Même eux, ils ont fait des faux médecins IA partout sur les réseaux pour ramener du trafic, quoi. Donc, encore une fois. En acquisition, ils ont été en acquisition, ils ont été bons. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les gens aiment pas se piquer, Pfizer, en fait, ils avaient déjà trouvé cette molécule qu'on appelait le GLP-1. Ils l'avaient déjà trouvé au début des années 90, mais ils se sont dit, attends, les gens le font que pour le diabète, ça ira pas. Finalement, on bazarde le brevet et on le vend à un petit groupe, quoi. Tu vois. Alors qu'en fait, in fine, ça a été pris 20 ans plus tard et ça a cartonné. Mais c'est vrai qu'on en parlait sur le sport. Quand tu dois commencer à te piquer, il y a beaucoup de gens qui sont un peu effrayés parce que le geste est ultra intrusif. Ouais, c'est clair. Tu vois, les premières fois que moi j'ai fait des peptides, quand tu dois te prendre le côté de la fesse et envoyer, tu dis ok, là je viens de passer, je suis passé dans le côté obscur, je reviendrai plus jamais. T'as le masque de Dark Vador, c'est terminé. Et puis après tu vois plus, c'est mon petit moment de plaisir maintenant le matin. En fait, ça marche. Là, faut que je m'y remette maintenant que ma main est réparée. Mais c'est agréable parce que ça t'apporte aussi une satisfaction. Le sport, c'est extrêmement dur. Tu t'es bien mis au sport toi aussi, Sam. Ça me fait plaisir parce que à un moment on s'est dit bon, on est riche. Ok, c'est cool. Mais comment on fait pour en profiter le plus longtemps possible? Bon, il faut être en bonne santé. Toi, t'as des enfants. Moi, j'ai pas forcément d'enfants, mais t'as le même objectif, c'est ne pas mourir, idéalement. Tu vois, moi, je vais faire en sorte de repousser au maximum. C'est plus bien vieillir que ne pas mourir. C'est-à-dire, ma philosophie, c'est plus si on te le propose, quand même, tu vas pas dire non. Je sais pas. Tu vois, je pense que ça change le sens de la vie. Mais au moins, tu grattes 10 ans de vie en bonne santé. Tu vois, si le 65-75, t'as le droit d'aller faire du golf, faire des randonnées en montagne, porter tes petits-enfants, ouais, t'as gagné 10 ans fou, tu vois. Je le vois plus comme ça que me dire je veux mourir 10 ans plus tard. Tu mettrais ton esprit dans un robot si t'avais pas le choix? Je crois pas que ce soit ma cam, ces ambiances. Ah ouais, non, pas ma cam. Genre si ton enveloppe corporelle c'était un robot. Hyper stylé, moi, en mode gold robot, tu sais. C'est sûr que je le fais tout de suite. Mais on pourra se faire un épisode là-dessus parce que j'ai beaucoup creusé les cryopréservations, tous ces sujets, cellules souches. Et la science est en train d'évoluer tellement vite avec l'IA que moi, je suis convaincu
peut-être pas moi, peut-être pas nous, mais que la prochaine génération ne mourra pas. Et moi, qu'on je suis trouvera des persuadé que solutions. dès maintenant, notre génération, si on fait assez d'argent, qu'on mourra pas du tout. Mais j'espère De que toute tu as façon, raison. la prochaine explosion de l'IA, là, ça va être la médecine. On voit que Denis Hassadi, il a sorti son propre labo pour sortir des médicaments. Il a levé 3 milliards d'un coup. Ça va être ça, la vraie différence. Et même Jamie Dimon, il dit, on mourra pas. Ou nos jeunes vivront jusqu'à 100 ans, mais. Jamie Dimon, c'est JP Morgan, Ouais, c'est ça, JP Morgan Chase, ouais. Oui, président. Enfin, c'est pas le fondateur, mais ouais, c'est Amazon celui qui et a créé compagnie, ce jeu. ils envoient des milliards Bah, par c'est an clair. dans ces boîtes de recherche, notamment les cellules souches. Les Japonais sont très en avance sur les cellules c'est souches clair. et ils arrivent à rendre la vue maintenant à certaines personnes grâce aux cellules souches, quelqu'un qui n'y voyait Ouais, pas. c'est clair. Donc il y a vraiment une capacité à recréer des organes. Ils arrivent à recoder les cellules souches dans un but précis. Il va y avoir des évolutions. Malheureusement, encore une fois, c'est les riches, ou Mais heureusement au début, ça va être les qui riches. vont après, ça va effectivement être- en profiter. C'est un peu comme dans le spatial. Le spatial, tout le monde dit, mais ça sert à quoi de dépenser autant pour aller dans l'espace, faire des fusées? Parce que les technologies qu'ils développent pour les fusées, au final, elles arrivent dans nos téléphones 10 ans après. Bon, ben là, c'est la même chose. Les riches fait. vont pouvoir en profiter, mais très bientôt, les riches auront la possibilité d'être cryopréservés dans des conditions qui fonctionnent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était mal fait parce que l'eau qu'on a à l'intérieur des cellules gonflée avec le froid explosait, faisait péter les tissus. Maintenant, ils ont trouvé des solutions puisqu'ils injectent du gel avec des micro-morceaux d'acier à l'intérieur pour que quand on c'est réchauffera fou. le corps, il y ait une chaleur qui soit cohérente Déjà et un peu diffuse. robot, tu vois. Mm. Voilà. À moitié. Et donc, ça laisse la possibilité, nous on l'a fait d'ailleurs, d'investir dans ce genre de dossier avec Tomorrow Biostasis, où pour 50 € par mois, c'est une sorte d'abonnement que tu payes, on peut te cryo-préserver, on dit plus cryogéniser, Vous c'est avez investi là-dedans, cryo-préserver, ok. et j'y crois beaucoup. Et Vous je avez sais, pris votre ticket déjà? Non, pas Non, encore. pas encore. moi j'ai pris mon abonnement. Tu l'as pris, ouais. Et je sais qu'il y a une boîte qui le prépare dans le luxe, on va dire vraiment Ok. de manière très chère, où c'est 3-4 millions minimum, plus des fees chaque année, une fois que t'es mort, donc ils te jarraient ton argent, etc. Et je pense que ça peut fonctionner, parce que les riches n'ont pas envie de mourir, généralement, clair. à part les croyants, religieux. C'est la dernière Ouais. limite qui te Comme reste. t'es Quand riche, tu peux c'est clair. tout acheter, la seule fin qui reste, c'est la vie, quoi. C'est le libre arbitre ultime. C'est la réponse que personne n'avait su contrecarrer, pouvoir continuer. Et évidemment que quand tu es très riche, tu as Et envie jeune de en plus. continuer, Enfin. en sachant que ton argent va Compound, rapporter énormément d'intérêt compound pendant les 50 ou 100 années où tu vas dormir. Et évidemment que la science va te réveiller. T'aurais dit à l'époque de Louis XVI, on va te transplanter le cœur ou le rein, tout le monde aurait rigolé. Maintenant, les maladies pour lesquelles ils mouraient en 1800 ou 1700, tu les soignes avec un médoc, un c'est comprimé, un antibiotique. Donc l'évolution, elle est dingue. Et quand tu vois ce qu'ils préparent avec les cellules souches, il est évident que on va pouvoir faire du rétro-engineering et réussir à te faire rajeunir tes cellules, même ta peau, tes organes. Et quand tu te réveilleras, et qu'ils auront mis la technologie au point, et ils sont pas loin, à mon avis, de faire des trucs, ils ont déjà réussi à réveiller des insectes. Alors, c'est un début, mais ils ont réussi à réveiller des insectes, ou des micro-vers, ou des trucs Mais comme ça. même au Ozempic, là, il y a une étude qui est sortie, les rongeurs, ils vivent 25% de temps plus longtemps. Tu vois, donc déjà, il y a un effet anti-âge. Ils vont trouver des trucs de ouf, et les gens commencent à comprendre qu'en plus, l'alcool, le tabac, tous ces trucs, c'est de la merde, qu'il faut arrêter. Et d'ailleurs, Ozempic donne envie d'arrêter l'alcool. Ouais, C'est Oprah, Oprah Winfrey qui disait tout à fait. qu'elle a arrêté la consommation d'alcool. à cause de ça. 40% de consommation d'alcool en moins chez les patients Ozempic. C'est complètement C'est fou. fou. Et l'alcool, moi, c'est vraiment un de mes combats, parce que j'ai arrêté quand j'avais, je sais pas, peut-être 30 ans. Moi, je suis plutôt extrême. C'est-à-dire que je déteste le goût de l'alcool, mais comme tout ce que je fais, quand je le fais très intensément. Et donc, si je sortais, j'aimais bien boire. Et comme j'ai une grosse résistance, j'allais avoir tendance à trop boire. Mais au bout d'un moment, tu te dis le lendemain, t'as mal à la tête, c'est désagréable, t'es pas forcément en contrôle. Enfin, je trouve vraiment que la sensation est dégueulasse. Et je le faisais peut-être une fois dans l'année. Alors moi, je dis, mais pourquoi j'inflige ça à mon corps? Parce que tu le sens que ça te fait tellement de mal que, on va arrêter. Ça vaut pas le coup. Et en fait, la pression sociale d'arrêter l'alcool est terrible. C'est-à-dire que partout où j'allais, au début, mais vas-y Anto, arrête de faire ton lourd, bois de l'alcool, t'es pas une gonzesse. Je dis non, merci, c'est bon. Et toute la soirée, je me souviens être parti en vacances sur un bateau avec des potes, mais c'était pas vraiment des potes, c'est des mecs que j'avais croisés une fois, bon, on se connaissait moyen, et c'était des Américains. Et là, les mecs, toute la journée, les ils buvaient des Américains, bières. ils y vont. Ouais. Toute la journée. Et je devais me battre 5, 6, 10 fois par jour pour dire non merci. Ils me disaient mais pourquoi tu bois pas? Mais de moins en moins, quand même, ça De change. moins en Ouais, moins. ça Mais change. il y a 10 ans, c'était Oh oui. Il y hardcore. a 10 ans, Mhm. c'était injouable. Et je suis à un d'accord. moment, j'ai pris tous Ouais, mes c'est vrai. potes et je leur ai dit écoutez les gars,
on va s'embrouiller vénère si vous continuez à me prendre la tête avec ça. Ne me demandez plus pourquoi, etc. Je ne veux pas boire d'alcool. Et maintenant que c'est passé, que c'est de rentrer un petit peu dans les mœurs, d'ailleurs, tous les chiffres sont en décroissance. LVMH prend des sacrées douilles sur ces sujets. Même s'ils essaient d'investir, là, ils ont fait French Blossom, c'est de l'alcool. Enfin, c'est des boissons de luxe pour remplacer l'alcool, mais il n'y a pas d'alcool. Moi, j'étais un gros kiffeur de gin tonic avant d'arrêter l'alcool, pareil. Et ici, en Espagne, je dirais, il y a 9 restos sur 10 où je demande un gin tonic sans alcool. Il y a notamment Tanqueray qui fait un gin zéro et qui me servent du gin tonic sans alcool. Je pense qu'il y a 10 ans, on me prenait pour un fou. Et ça a le même goût. Clair. Ouais, ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. J'adore. T'as le même. En fait, dans l'alcool, t'as un petit peu comme la cigarette. T'as toute une vibe, c'est-à-dire le verre dans lequel il te sort. Est-ce que t'as les glaçons? T'as la petite bouteille à côté. T'as la petite rondelle de citron. T'as les bulles. Tu te resserres. T'as tout le cérémonial autour du cocktail qui va que tu retrouves. Après, en termes de goûtier, ce que t'auras pas, c'est l'effet à la fin. Mais quand tu te prends un ginto, de toute façon, t'es pas bourré à la fin. Donc en vrai, si juste l'idée, c'est le goût et le cérémonial, pourquoi tu vas te mettre l'alcool dans ton corps si à la fin, la seule chose qui différencie, c'est l'effet un petit peu bourré. Mais si tu l'as pas, pourquoi tu le fais? Et donc c'était ça le rationnel. Je dis en vrai, j'arrête. Peut-être qu'une fois par an, je me mettrai une vraie caisse et je buvrai de l'alcool, mais le reste du temps, je vais m'éviter ces 300 calories et tout ce sucre et je vais me faire un ginto qui m'apporte tout le même plaisir, mais sans alcool. Et aujourd'hui, c'est vraiment très commun des gins sans alcool. Mais même les Anglais, il y a une étude qui est sortie, même au pub, il y a jamais aussi peu d'Anglais qui boivent, quoi. Si même les Anglais s'arrêtent. C'est la santé, quoi. Il faut prendre soin de soi et on est en train de prendre conscience à quel point, un, c'est précieux et deux, tu fais du mal à ton corps avec l'alcool, quoi. C'est 4% des cancers, l'alcool, à ce qui paraît. C'est énorme, hein. Ouais. Et LVMH, ils ont viré 12% de leurs effectifs de la branche alcool. C'est fou, hein. Pour rebondir à ce que tu disais. Pour la première fois, LVMH vendent des grosses marques et des gros secteurs. Ils ont toujours accumulé. Et pour la première fois, ils vendent parce qu'il y a du repli. Moi, j'avais acheté pas mal de produits structurés à l'époque, Hermès, LVMH, Kering et compagnie. Et pour le moment, je crois que je suis OK, mais ça commence à sévèrement baisser. Mais on fera un épisode, je pense, sur tout le luxe, la perte de vitesse du luxe. C'est intéressant parce qu'il y a effectivement plein de sujets qui se ramènent à l'argent et même au lifestyle. Il y a encore quelques années, c'était très stylé d'avoir des gros logos Dior, pas LVMH, Louis Vuitton ou ce genre de trucs. Aujourd'hui, tous les riches, en tout cas qui sont autour de moi, ils sont plus sur du quiet luxury, sur du Loro Piana, Brunello Cucinelli, Zegna, Zilli, tu vois, ce genre d'ambiance, très cher mais pas voyant. Et puis ça tourne à l'expérientiel, tu vois, moi je préfère 100 fois aujourd'hui mettre mon argent dans des vacances de fou avec les enfants et découvrir des lieux incroyables que habiller mon fils en Hugo Boss alors que dans 3 mois, de toute façon, le suite il sera trop petit, ça n'a aucun sens. Je l'habille chez Zara et après on fait des belles vacances, ça marche beaucoup mieux et t'as quand même une grosse tendance vers l'expérience. Hein. Mais même les marques que tu disais, elles sont en perte de vitesse. Hein. Quand tu vois ça baisse quand même ça. Même Hermès par exemple vend moins de sacs en Chine. Tiens. La Chine a mis un gros pépin, apparemment ça s'est stoppé. Je pensais pas qu'Hermès baissait quand même. Même en Chine, même en Chine, je crois que. Et au global dans le monde, ça freine la croissance. Ouais. La Chine, c'est ce qui drive l'industrie du luxe. Hein. Il va y avoir une reprise visiblement. Mais ça, c'est aussi à cause. Je lisais un article là-dessus. C'est aussi notamment à cause d'Instagram où aujourd'hui tu dissocies plus le vrai du faux sur Instagram. Tout le monde a un Vuitton, tout le monde a un Chanel, tout le monde a un sac de marque. Et donc, en vrai, ce que t'achetais avec une marque qui était visible, en vrai, tu ne retrouves plus la valeur vu que sur Insta, tout le monde semble l'avoir. Et donc, les gens commencent doucement à se détourner de ce genre de choses. C'est l'explication que j'avais trouvée à la baisse de performance du luxe en Chine, notamment. Moi, j'avais discuté avec un journaliste chinois, là, et il m'expliquait d'un grand média, il faudra que je le retrouve, je le dirai en commentaire. En fait, il m'expliquait que les Chinois, au début, ils avaient tellement confiance dans leur économie qu'ils achetaient par plaisir. Et en fait, ils ont tellement peur avec l'IA. Et on le voit, c'est ceux qui adoptent le plus DeepSeek, Kimi, les nouveaux modèles d'IA. Et en fait, ils se sont dit, on a tellement pas confiance dans l'avenir qu'en fait, on garde notre argent, quoi. Parce qu'on sait pas de demain de quoi sera fait. Et ce qui est vrai, tu vois, quand t'es pas dans une position, comme nous on a une communauté, etc., où on se dit l'IA avant que ça vienne nous prendre des parts de marché, il va falloir y aller, mais dans d'autres métiers, comme on l'a dit avec Citadel ou quoi. C'est vrai que mieux vaut garder son argent pour les temps à venir, ouais. Et ça, c'est très français.
Tu vois, ça me rappelle à l'épisode précédent, on parlait des mindsets qui varient entre les US et les Français, et le taux d'épargne notamment. Et même les Chinois, du coup. En fait, les Européens, enfin le Français et le Chinois pensent un peu pareil, tu vois. Parce qu'en France, je crois que le taux d'épargne, c'est genre 19%, quand aux US, c'est 4%. Alors que non, la Sécu, la retraite, le chômage, le RSA et compagnie, et qu'eux, ils ont à peu près rien de tout ça, et pour autant, ils épargnent 4 fois moins. Et en même temps, c'est vraiment un mindset de j'ai peur de l'avenir, je vais faire attention, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, tu vois pas de croissance. Tu sais, tu disais le CAC 40, il bouge pas, mais toutes les belles boîtes françaises ont bougé aux États-Unis. Datadog, ou même, tu vois, on parlait du groupe Banijé, maintenant il est au stock d'Amsterdam. Enfin, ils vont même plus dans le CAC 40. Quand il y a même Total qui, bon, c'était un jeu politique, mais qui dit, ouais, je vais aller aux États-Unis. C'est un signe quand même que... Il n'y a aucune start-up qui veut se coter en France. Bah, exactement. Dans tous les cas, tu te cotes en France, tu sais que ta boîte est pétée. Bah, c'est-à-dire que toutes les boîtes, les start-up qui se cotent en France, c'est des boîtes dont personne ne veut. Avec des petites valorisations, il n'y a pas de liquidité, c'est pas dynamique, les marchés français sont terminés. T'as pas de visibilité fiscale, t'as pas de visibilité réglementaire, tout est horrible, tout est compliqué, t'as pas d'investisseurs. C'est trop compliqué. J'aurais compris qu'Anthony, c'est souvent le mec très nuancé. Chez nous, c'est son rôle. C'est toujours effectivement dans la nuance. C'est tiède. On m'appelle le tiède dans le milieu. Mais voilà, après, pour revenir sur l'alcool, c'est vrai que on voit par exemple l'industrie du tabac, on croit qu'elle est en perdition, mais en fait, elle est en all-time high. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, je savais pas. C'est complètement fou. Ça dépend, mais quoi, tu mets les stock, je sais pas. Ouais, bah par exemple, mais exactement. Tu mets les cigarettes électroniques dedans ou pas quand on met le tabac en fait, c'est comme ça qu'ils survivent. Et tu vois, tu parlais des gin Tanqueray qu'en fait, ils passent à du 0% et ça va continuer à se vendre. Et c'est pour ça que je pense que l'alcool a encore des belles années devant eux. Parce que Philip Morris, par exemple, dans le tabac, 40% de leurs chiffres maintenant, c'est des produits sans combustion. Tu vois, donc en fait, ils arrivent quand même à s'en sortir. De toute façon, je crois que le produit le plus vendu en GMS, quand on faisait OKR et compagnie, les chiffres qu'on checkait, c'était Ricard ou les trucs comme ça, les alcools bien sales, tu vois, qui sortaient en premier. Hein. C'était le soda, l'alcool, du beurre, enfin, c'était que des produits. Vraiment, tu regardes le top 10 des produits ménagers, on vous mettra le lien pour regarder, ça fait flipper. Petit documentaire incroyable aussi, c'est celui sur les cigarettes Juul, qui était sur Netflix. Je crois que c'est en 2 ou 3 épisodes. Faut aller le regarder, c'est assez incroyable. Sur le business derrière, ouais. Sur le business de Juul, qui était la cigarette électronique parfaite, de quel marketing ils ont fait, comment ils sont montés au sommet, le rachat par Philip Morris, puis ensuite la descente aux enfers pour plein de raisons politiques débiles. Bref, c'est très très enrichissant, businessment parlant. Je peux que vous encourager d'aller le regarder si vous l'avez pas vu. Et vu qu'on parlait du stock américain, il est peut-être temps de parler de l'IPO de SpaceX, 1750 milliards. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous allez investir dedans? Parce que toute la narrative, elle est incroyable. Enfin, une IPO avant toute chose, c'est la plus grosse. Oui, c'est une introduction en bourse. C'est une introduction en bourse. Donc SpaceX, qui est une entreprise privée, va aller se coter à la bourse américaine. Et donc Monsieur Tout le Monde, en l'occurrence nous et vous, pourrez devenir actionnaire de SpaceX. Et ta question, c'était de savoir. Est-ce que vous comptez investir dans SpaceX dès que c'est possible? Et pour la première fois, Elon Musk a laissé une énorme part pour le public, pour le retail, parce qu'en réalité, c'est tellement cher la valorisation qu'il y a que le retail qui est prêt à payer ce prix-là. Parce que les multiples dont il parle, ils sont complètement délirants et tu dois acheter la vision. C'est-à-dire que si tu essaies de le rationaliser sur ses business actuels, n'a aucune chance d'aller à ses valos. Et donc, il a laissé volontairement une très grosse part pour le retail pour avoir une chance de réussir cette IPO qui est la plus grosse de tous les temps. Devant Aramco. Moi, j'aime pas les marchés publics. Je rentre très rarement. Alors, j'ai mon family office qui le fait en DCA, qui envoie sur les grands classiques. J'aime pas rentrer sur les marchés cotés. DCA, c'est du dollar cost average. C'est donc que tu t'engages à investir en continu une fois par mois sur un panier de stock indépendamment de leur prix. Tu moyennes un prix de revient tout au long de l'année. C'est pour lisser ton prix d'entrée. Globalement, admettons, je veux injecter 5 millions sur les marchés publics, sur un ETF World, par exemple, plutôt que de l'acheter Day One 5 millions. Si le lendemain, il prend 20% dans la tronche, je suis dégoûté. Mais c'est extrêmement dur de trouver le bon moment. Et donc, si j'attends que ça fasse moins 10, moins 15, moins 20, peut-être que je rentre jamais. Sans pricer le marché, ça marche pas. Exactement. Donc la technique, et c'est ce que font la plupart des family office, c'est qu'ils te font rentrer un montant de 200 000 € tous les mois à la même date. Peu importe le prix du marché. Boum, boum, boum. Tu rentres et ça te lisse ton prix d'entrée. Et si tu le fais sur 2-3 ans, bon, ben, ça fonctionne en général beaucoup mieux historiquement que si tu as essayé de faire du picking, ce qui, que ce soit pour les actions d'ailleurs, essayer de faire du stock picking ou du momentum picking, ça marche pas, est beaucoup plus dur. Momentum picking, c'est tu choisis le moment où tu rentres, et stock picking, c'est tu choisis quelques actions. La réalité, c'est que si tu prends des ETF,
tu vas avoir une perf liée au marché et globalement le marché c'est toujours le meilleur indicateur. Mais la réalité du moment, c'est que à l'époque les boîtes se cotaient quand elles commençaient à faire 1 milliard, 2 milliards et donc le gros de la valeur, le gros du gain que tu pouvais capturer en tant qu'investisseur, c'était après cette IPO. Mais maintenant, tout a changé. C'est sur le marché privé que ça se passe. Donc, si tu veux capter la valeur en tant qu'investisseur, tu dois te positionner sur le marché privé et donc dans des tours comme nous on le fait avec Blast quand les startups ne sont pas cotées. Aujourd'hui, tu vois que les boîtes, parfois, elles se cotent quand elles font 100 milliards, 200 milliards. Et donc, si tu rentres... 1700 milliards. 1700 mais là, on est à milliards. 800. Là, en marché privé, je crois que c'est 800, 900 SpaceX déjà. C'est Tu vois, fou, ça quoi. n'a aucun sens. C'est-à-dire que si tu attends que ça vaille 500 Mais les gens se battent, milliards, même sur le marché privé, les gens se battent sur Ouais, Anthropic, c'est sur fou. SpaceX. Mais il y a, c'est le Far West, encore une fois. Il faudra qu'on se fasse un épisode là-dessus parce qu'il y a 100%. tellement de frais sur les marchés privés. Tu as l'impression que tu rentres, mais en fait, tu n'achètes pas vraiment des Et actions. même les SPV, Tu faut achètes faire des attention. forwards ou tu achètes des layer 2, layer 3 de SPV. On rentrera dans les détails peut-être plus tard. Mais globalement, tu n'as pas directement les actions de la boîte. Tu as des actions d'un SPV qui a des actions d'un SPV. Et parfois, tu as des contrats qui simulent la même performance que la boîte. Et Ah ouais, globalement, ok. tu peux te faire vraiment trouer. Peut te Et faire quand la boîte bananer. se vend ou IPO, ils te disent merci, au revoir. Et t'achètes du SpaceX ou pas alors? Alors SpaceX, j'achète pas à 1700 milliards parce que je préfère me concentrer sur les boîtes late 1750, stage ouais. qu'on fait avec Blast notamment. Pour Donc, assurer tes multiples, quoi. on Ouais. va rentrer Ok. beaucoup plus tôt sur une boîte quand elle vaut peut-être 10, 15, 50, 100 milliards avant que ça IPO. Parce que c'est Ok. quand ça IPO que tu fais les multiples et je pense vraiment que c'est sur le marché off qu'il faut se positionner aujourd'hui. Ouais. Et toi, Samuel? Moi, je rejoins 100% Ando parce que avec Blast, on a décidé de proposer ce nouveau profil de startup qui sont des boîtes late stage qu'on appelle pré-IPO, donc avant leur introduction en bourse. Et c'est la démonstration qu'on fait. En finance, on appelle souvent les 7 magnifiques, les 7 plus grosses boîtes Magnifique technologiques Seven, cotées. Et si tu compares la performance financière des 7 plus grosses boîtes technologiques non cotées de 2020 à 2026, la performance financière, c'est x 165 sur les 6 Ok. dernières années. Sur le Tu te privé, mets ok. OpenAI, Anthropic, Anduril, Ok. Databricks, SpaceX notamment, et tu le compares aux 7 magnifiques cotés sur la même période, ça fait x20. Ok. Maintenant, si tu dis, les plus sceptiques vont dire « Ouais, mais c'est l'IA, c'est dopé à Anthropic et compagnie », on a fait l'exercice en interne. Si tu enlèves toute la dimension IA des deux côtés, donc dans la partie côté, tu vas enlever Nvidia et de l'autre, tu vas enlever du OpenAI, tu vas enlever du Anthropic, tu finis quand même à x20 versus x3. Donc la démonstration d'Anthony, je suis 100% aligné, et on l'a vu ensemble, et la conviction, on l'a eu ensemble, c'est que si tu veux capter de la valeur technologique, tu veux investir sur de la tech, aujourd'hui, ça fait plus aucun sens de le faire sur les marchés cotés, il faut le faire sur le non coté. La bonne nouvelle, c'est qu'avant, c'était réservé aux investisseurs oui. très institutionnels et que dorénavant, c'est moins le cas et c'est notamment une des initiatives qu'a Blast. On Une n'est des pas promesses de les seuls Blast. à le faire. Maintenant, si je veux faire le Suisse, je vais quand même te répondre que jamais, au grand jamais, je n'oserais parier sur l'échec d'Elon Musk. Ouais, tout à C'est fait. quand même le mec qui a Le vendu meilleur 2 entrepreneur boîtes à du plus monde, de ouais. 100 millions avant 30 ans, il avait dont PayPal, qu'on connaît tous aujourd'hui et qu'on oublie. Il t'a fait SpaceX derrière, où il envoie des fusées qui ramènent. Derrière, il t'a fait la première constellation de satellites qui est rentable. Après, il t'a fait Neuralink, qui sont les premiers implants humains. Tu as son projet de tunnel à la vitesse de l'éclair. là. Hyperloop, ouais. Il a fait Tesla, évidemment. T'as pas le droit de parier contre le Et bonhomme. entre-temps, quelques Ouais, c'est lance-flammes. Voilà. Ouais. Quelques lance-flammes, mais pour Et des rigoler, juste pour faire un Impossible milliard de Company. CA. Et des tequilas, je crois aussi. Ouais. Ouais, voilà. Donc, Juste, t'as pas le droit de parier contre le Ouais, bonhomme. c'est Quoi clair. qu'ils disent, j'ai envie de te dire. Mais le multiple ok. que tu peux aller chercher, même si c'est le plus grand génie de tous les temps et qui te fait faire x2 ou x3, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement simple ouais, à ça faire sera sur du marché de longues off. années. Donc c'est dommage de le faire. Maintenant, c'est vrai que le marché non coté, il faut faire vraiment attention parce que c'est le Far West. C'est-à-dire que tout le monde y va parce que les gens ont compris qu'il y avait de l'argent. Ouais. Et quand t'as l'odeur du sang, t'as énormément de douilles. On pourra Et en en parler. particulier, Ouais, on fera un qui épisode y dessus. va, vraiment, il peut prendre des sacrées quilles. On en a parlé avec les layers 1, 2, 3. C'est-à-dire que layer 1, bon, ben, t'es dans un SPV qui lui détient des parts en direct. Layer 2, c'est un SPV de SPV, Ok. etc., etc. Après, t'as des contrats de Avec forward. des contrats. Mais ouais. surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est le spread. Et c'est hyper intéressant. On peut peut-être en dire un mot pendant qu'on y est. C'est compliqué. En C'est vrai, c'est un compliqué, sujet. mais- Faut commencer à éduquer, je pense, avant qu'on attaque le Tu truc. crois Parce qu'un qu'on va leur SPV, on faire sait mal, même là pas ce que c'est. Bon, on va le faire plus tard. Si vous voulez creuser ces sujets, vous pouvez aussi venir chez Blast, puisque maintenant on a des spécialistes et les membres
membres pourront vous expliquer. On a fait des formations là-dessus, c'est hyper intéressant. Mais ouais, je trouve ça cool qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent sans même le savoir en investissant dans le non-coté. Dites-nous en commentaire du coup si ça vous intéresse qu'on traite ce sujet ou pas. C'est peut-être trop technique, peut-être nous ça nous passionne, on s'emballe, mais en vrai il y a 1% des gens que ça intéresse. Nous on peut faire des heures à l'apéro là-dessus. On est vraiment chaud. Non mais dites-nous aussi les sujets que vous voulez qu'on traite d'ailleurs parce que on s'est fait une liste qui nous paraît intéressante, mais on est chaud pour vous parler de plein de trucs business. Donc dites-nous en commentaire ce que vous kiffez. Bon, c'était un épisode intéressant. Hein. Faut-il être prêt à tout pour réussir, que ce soit en tant qu'entrepreneur, qu'investisseur? On a abordé plein de sujets un peu sales. Et pour finir, j'ai envie de vous poser la question. C'est quoi votre limite? Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour gagner de l'argent, pour devenir riche? Bah moi je trouve que déjà réussir c'est difficile, donc si déjà tu t'imposes des limites c'est compliqué. Après voilà, moi je suis jeune papa, donc tant que mon fils il est fier de moi, de comment je gagne mon argent, c'est que c'est bon, tu vois. Ok. Après, moi, je dis ça dépend de qui est ton fils, comment tu l'as éduqué. Ouais. Je sais pas si le fils de Pablo Escobar, il est pas très fier de dérouler et de dire mon père c'était Pablo. Mais moi, je pourrais pas être Pablo Escobar, tu vois. Genre, ça marcherait pas. T'as une tête trop gentille. Devant les Colombiens, ça marchera pas, tu vois. Quoique parfois, t'as des surprises, hein. T'as des mecs que tu t'attends pas à ce qu'ils fassent du sale. Quand tu voyais Elizabeth Holmes de Terranos, avec son col roulé à la Steve Jobs, blonde, jeune, tu te disais pas qu'elle allait mettre la santé de dizaines de milliers de personnes en danger. Et toi, Sam, du coup, la limite? Bah moi, j'aime bien marcher. Je trouve que dans le business, tu dois marcher sur la zone grise. Et c'est souvent ce que je dis en entretien quand je recrute des gens CEBLA. Je dis, il y a les gens qui visent bien dans la zone, je l'appelle blanc-neige, tu vois, genre c'est indiscutable. T'en as qui sauront pas dormir en zone noire. C'est mon cas. Si je sais qu'on a vraiment quelque chose à se reprocher, je sais pas dormir. Mais je trouve que là où tu crées de la valeur, c'est jamais en zone blanche. Donc c'est ce que je vais appeler la zone grise. C'est-à-dire trouver des moyens de lire entre les lignes, de détourner un petit peu les règles, de prendre des risques qui sont toujours mesurés pour créer de la valeur là où d'autres n'auraient pas osé, n'auraient pas trouvé, auraient eu peur. Et donc, cette espèce de risque contrôlé, je pense que c'est ce qui crée aussi beaucoup de valeur chez une boîte. Tu vois, Uber n'aurait jamais existé s'ils n'avaient pas osé jouer avec les lignes. Nous, Blast aussi, dans une certaine mesure, il y a plein d'interprétations, plein de choses qu'on fait qui sont sujets à discussion, mais qui sont toujours backés par beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'argent auprès des avocats. Mais si tu lis la loi telle qu'elle est à la base, ouais, c'est pas nickel. Donc, je pense que pour créer de la valeur dans le business, tu dois être en zone grise. Et moi, la limite, c'est mon sommeil. Et mon sommeil, dès que c'est un peu gris trop foncé, il y en a plus. Donc, je suis plutôt sensible du sommeil. Très sensible du risque. Bon, comme d'habitude, je vais être un peu plus hardcore. Moi, je pense que la vie est un jeu et qu'il faut prendre du risque. J'aime pas la faiblesse, j'aime pas la fragilité. J'aime quand les gens ils vont fort. Et ce serait dommage d'avoir des regrets. Je m'imagine souvent sur mon lit de mort avec mon fantôme de ce que j'aurais pu être, à me dire si j'avais eu des couilles, j'aurais pu devenir cette personne, j'aurais pu créer ces business, j'aurais pu découvrir tous ces pays, j'aurais pu être bon en sport. Donc, dès que j'ai une idée, je fonce, je reste dans le légal au maximum parce que je sais que sur le long terme, c'est ce qui paye. Mais globalement, kiffez votre vie, prenez des risques. La vie est vraiment un jeu. Et même la mort, il faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que moi, j'ai fait vraiment des trucs de mongol dans ma vie et j'en suis pas fier. Mais j'ai joué à la roulette russe avec des guns, sauté des falaises de 30 mètres. Mais c'est aussi ce qui me permettait d'être vivant. Et t'avais beaucoup moins à perdre qu'aujourd'hui. J'avais rien à perdre. Rien à perdre. Et justement, ça donne aussi cette notion de momentum. À quel moment vous prenez ces risques? Aujourd'hui, avec ce que j'ai, c'est sûr que je vais plus sauter d'une falaise de 35 mètres sans vérifier le fond avant. D'ailleurs, il y a une vidéo et je vais voir si vous êtes fort sur Internet de moi, d'un saut d'une falaise de 25 mètres. Et on va voir si vous la trouvez. C'est pas moi qui avais posté, c'était un pote à moi qui avait posté la vidéo. C'était vraiment en qualité dégueulasse. Et vous pourrez la reconnaître parce que le mec dit Anthony dans la vidéo quand il crie. Et donc même si vous me verrez pas, c'est moi. Et j'étais tombé de la falaise sans vérifier. Et je m'étais tassé la colonne vertébrale. Et j'étais tombé dans les pommes dans l'eau. Enfin, une histoire de mongol. Donc moi, j'aime l'adrénaline. Tu vois, j'aime quand c'est chaud, quand c'est dur. Et je trouve que le business, il faut le prendre comme un jeu. Les gens ont toujours tendance à vouloir être tiède, à se lancer, mais sans vraiment se lancer. Je pense que quand vous n'avez pas de responsabilité, pas d'enfants, etc., que vous êtes jeune, tentez tout. Tentez tout. Et au pire, vous assumerez vos conneries, vous ferez taper un peu sur les doigts. Bon, si vous allez un peu loin, vous irez en prison, vous ferez un petit séjour, mais Xavier Niel l'a fait, il s'en est remis. Il s'en sort pas trop mal. Il faut tenter. Donc, allez-y à fond. Moi, ce serait mon message. Cependant, c'est pas une recommandation de comportement, ni financière. C'est pas un conseil, ouais. C'est pas un conseil. Je dis juste que quand on est jeune, si tu veux réussir à t'extraire de ta condition initiale, tu n'as quasiment aucune chance. Et c'est Kevin O'Leary qui dit le premier million est quasiment impossible à faire.
Le premier million. The second is inevitable. Exactement. Le premier, c'est le plus dur. Le deuxième, il est inévitable. Et il dit ça aux États-Unis, donc. Ouais, et aux US, là où tu as quand même plus de possibilités de scale. En France, avec cette hiérarchie sociétale installée depuis des générations, un système politique aux ordres de la richesse et de la noblesse, ça va être très compliqué de vous en sortir. L'héritage, les noms composés, ce monde parisien, moi je l'ai vécu quand j'étais en start-up. Si t'as pas fait les grandes écoles, que t'as pas un nom à particules et que t'es pas blanc 40 ans, tu n'as quasiment aucune chance de lever. On prend des risques, la vie vaut d'être vécue tant qu'il n'y a pas trop à perdre. All-in, quoi. Ouais. Secouez tout. Secouez-moi cette vie. C'est important, je compte sur vous. Allez, c'est une bonne Ça, j'aime bien, ouais. C'était le podcast vraiment riche. Au prochain épisode.